Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans ce premier live, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc là, let's go. On a pas mal de choses du coup à faire et à voir ensemble directement. Pas mal d'alpha. Je vous ai préparé pas mal de choses avec pas mal d'onglets. Une revue rapide des news, je pense, les plus importantes. On va discuter du halving, la mise à jour d'Ethereum. On a tout ce qui est la partie du sentiment, tout ce qui va être aussi la partie macro. On va voir tout ce qui est un peu l'on-chain, on a beaucoup de données, on va pas mal de... Enfin bref, il y a beaucoup quand même de choses à voir là dans le live. On se disait même que tout à l'heure, même en une heure, on a beaucoup de données et ça va pouvoir bien se remplir. Donc le but c'est que c'est pareil que le live soit aussi évolutif aussi au fur et à mesure. Et pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, pour le coup, au fur et à mesure, j'ai bien mon petit chat également à côté. On est un peu en mode boomer, enfin pour ma part sur la partie Twitch, mais c'est pas grave, step by step. Si vous avez besoin, avant qu'on commence, je vais vous présenter aussi Thomas qui sera avec nous pendant ce live. Et si vous avez besoin, que ce soit formation gratuite, accompagnement, ou même suivi de marché de manière globale, de manière régulière, en direct sur le Telegram, n'hésitez pas, il y aura tout ce qu'il faut beaucoup dans la bio de la vidéo YouTube, juste dans la description. On commence directement, donc je vous présente également Monsieur 0x Kaneki, donc Monsieur Thomas qui est avec nous, Thomas qui est depuis longtemps Salut à dans la tous. communauté. Yeah, c'est Exactement. ça, je l'entends. Ça fait Yep. quelques années. Dernier bull run d'ailleurs. Un Ouais, plaisir de participer dans cette communauté. carrément. Et donc Monsieur Thomas qui fait pas mal de choses, qui touche un petit peu à tout, notamment pas mal à la macro. On en a parlé justement également en off. Et ouais, qui fait quand même beaucoup de choses d'écosystème, qui regarde beaucoup de choses. Moi autant j'essaie de me focus un peu plus sur ma veille de marché et sur la partie psycho. Et puis là, d'autant plus, vous avez pu le voir s'il y en a qui m'ont suivi directement sur la partie de la GameFi. Mais Thomas, on va dire qu'il est un peu plus ouvert et regarde pas mal de choses aussi de son côté. Donc pas mal de complémentarité aussi. Ouais, Hello, c'est hello ça, je pour ceux préfère qui... un peu en connaître le plus possible, même sans être trop spécialisé. Après, quand même, disons que le sentiment du marché, ça reste quand même important et indispensable à comprendre pour mieux réussir ces cycles. Donc, on va dire ça, c'est la base. Et après, on essaie de regarder ce qui nous plaît, vivre un peu la passion, quoi. Ça, c'est un vrai trigger. On le met souvent en avant et je pense que même sur certains lives, alors, pas forcément celui-ci parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais on aura l'occasion aussi de parler aussi un petit peu psychologie et performance parce que du coup, bah, c'est un peu aussi m'aspect et l'aspect de la commu. Mais ces trucs qui sont trop sous-cotés dans l'écosystème et moi, c'est d'ailleurs ce qui a fait un peu ma diff aussi en arrivant en ignorant sur l'écosystème. Pour le coup, c'est vraiment aborder et creuser un peu plus la partie mindset, psychologie entre guillemets, qui est un peu putaclic, mais c'est grave important quoi. Ah, il faut, c'est clair, il faut, parce que sinon, on se fait vite piéger par l'euphorie De fou. et ça peut vraiment être destructeur, quoi. Surtout, il suffit qu'on arrive un peu trop tard et la crypto, c'est bullshit à vie ensuite. De fou, de fou. Donc, s'il y en a qui sont dans les commentaires là directement, n'hésitez pas. Du coup, les gars, je vous vois. Si vous avez besoin de rajouter des trucs ou quoi, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a déjà des personnes qui sont dans les commentaires, qui sont également dans la commune qu'on a proposé, mais pour l'instant, préféraient rester un observateur. Donc, bref, point important au niveau de la correction. Donc là, on a quand même bien corrigé. Mine de rien, on va pouvoir reparler du halving, de tout ça, de moi, mes scénarios. J'avais une grosse correspondance avec les scénarios déjà de 2019. Et en vrai, ça peut quand même plus y ressembler que ce qu'on pense par rapport au fait que tout le monde dit oui ça y est on a break la TH etc etc. Oui c'est vrai qu'on a break la TH. Par contre pour moi il y a des vraies correspondances que ce soit au niveau des dominances ou au niveau directement de la cyclicité et on va pouvoir y revenir notamment avec les barres que j'ai ici on va pouvoir venir step by step sur ce sur quoi ça correspond. Mais du coup là déjà effectivement au niveau de la correction pour les supports principaux. Donc en gros là, le truc c'est que tant qu'on n'a pas de signaux clairs, on ne sait pas concrètement si on va pouvoir vraiment repartir. Là, on a quand même un gros rebond sur BTC, mais globalement, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir repartir. Donc là, le but, c'est d'identifier les zones clés. Donc là, l'idée, ça va être toujours pareil, hein, c'est ceux qui n'ont pas forcément les bases, mais une tendance avec des points hauts et des points bas de plus en plus haut pour avoir un vrai début de relance. Pour l'instant, là, c'est compliqué à court terme. Tant qu'on ne vient pas break cette structure, au moins ce point ici, là, qui est ici, on ne sait pas déjà si on va pouvoir reprendre officiellement une relance à la hausse, même sur les ETF. On pourra le voir également juste après en détail. On a quand même pas mal de choses, mine de rien, qui tractent et pas mal d'injections de capitaux. C'est assez agressif hein, au niveau des ETF, au niveau de BlackRock et compagnie. Mais du coup, là, je vous ai tracé directement les supports principaux qui sont sur les zones les plus importantes. Donc là, vous voyez, et ça, je l'avais tracé hier, je crois. Et puis on a rebondi juste derrière, c'est-à-dire que je l'avais littéralement tracé avant qu'on rebondisse dessus. Et c'est quand même des autres clés parce qu'en fait, je ne les ai pas tracés par hasard. J'ai pris le mouvement pour ceux qui savent utiliser pour le coup un Fibo. Et puis j'ai pris le mouvement là pour le coup sur celui-ci. J'ai corrélé aussi le plus gros qui est sur tout le mouvement, l'intégralité.
Mais là, pour le coup, on est vraiment sur une première zone et on a une zone la plus importante qui va être là autour des 52 000. 60 000 à passer, pareil, 60 000 c'est une grosse zone psychologique. Et après, le plus gros, c'est vraiment 48 000 et 44 000 qui est juste ici, là, au-dessus de cette zone ici, parce que pareil, sur mon weekly, j'ai une grosse zone également, c'est le fameux W que pas mal s'était déjà fait piéger au début du marché baissier pour le coup. Donc des grosses zones à venir. Donc on verra si on traverse ces supports là ou pas, mais c'est vraiment les plus grosses zones là pour le coup à court terme à anticiper. Au niveau des news importantes, pareil. Alors j'ai vu qu'il y avait BlackRock aussi, je l'avais mis sur mon Telegram, il est juste ici, qui lance un fonds de tokenisation du coup sur la partie blockchain d'Ethereum. Donc c'est pareil, il y a beaucoup de débats par rapport aux ETF, Ethereum, etc. Alors là, j'ai plus les dates exactement sous les yeux, mais au niveau des deadlines, moi je pense que ça passera. Il y a beaucoup de FUD et c'est bien parce que, rappelez-vous, au moment où on a passé l'ETF de Bitcoin, tout le monde, genre directement, était en mode ça y est, go sur Ethereum, go in Ethereum, et il y avait beaucoup d'euphorie entre guillemets par rapport aux potentielles spéculations sur l'ETF d'Ethereum, et tout le monde s'est dirigé dessus. Moi, ça me dérangeait, et je l'avais fait savoir déjà dans le Telegram par rapport à Ether. C'est que j'attendais potentiellement du FUD pour que potentiellement ça revienne entre guillemets acceptable, se dire ok ouais c'est vrai qu'on pourrait vraiment avoir un TF Ethereum parce que si vraiment tout le monde attend et que tout le monde spécule dessus, c'est pas forcément bon signe. Mais là pour le coup je vois qu'il y a de plus en plus de FUD, donc peur, incertitude et doute sur le marché, donc déjà ça me plaît aussi. Et en vrai ce que je disais c'est que là il y a BlackRock et le fait que justement il lance aussi, qu'il lance des activités en plus également sur Ethereum. Quand je vois ce genre d'initiative de la part de BlackRock, ça m'étonnerait que les ETF Ether y passent pas. Et je vois de plus en plus de gros analystes US, etc., qui sont en mode non, mais en fait, ça va être plus compliqué que ça, etc., etc. Et c'est bon signe, du coup, en termes de sentiment. Je parle bien du sentiment, ça ne valide pas d'un point de vue fondamental forcément, mais en tout cas, je vois difficilement sur la deadline être refusé pour le coup ad vitam le TF Ethereum. Je sais pas ce que tu en penses, du coup, Thomas, j'ai mis le calendrier plus haut. Mais Bah, ça, j'allais te dire, le marché l'a bien apprécié, hein, surtout sur les tokens du RWA, qui ont direct bien réagi, ils ont bien pump. Je pense notamment à Centrifuge et il y a Rio aussi qui a très bien pump, il a pris un 40%, je crois. ouais, j'ai vu que C'est- ça repartait en plus là tout à l'heure encore. Hein. Ouais, ouais, ça s'arrête pas, hein. Enfin, Ouais. et moi, j'ai vu un autre truc sur le TF Ethereum. Il y a Fidelity. Ils auraient ajouté dans leur application, je ne me souviens plus du mot en français, le staking pour Ethereum. Donc, pour les ETF Ethereum. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir du staking en détenant des ETF Ethereum? C'est une question que je me pose et qui, si c'est le cas, ça serait un petit peu comme des dividendes. Ça pourrait être intéressant. Ah, c'est la SEC qui va être contente là. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, parce Faut que le dire, débat. quand BlackRock y va, en Hmm. général, il n'y a pas grand monde pour dire non, hein. Et ouais, ouais. Parce que le débat, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, ce qui avait fait déjà le bordel, entre guillemets, avec la SEC, c'est qu'ils avaient. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, un titre financier, c'est qu'à partir du moment justement où on a le staking qui est rajouté, ça peut être officiellement considéré comme un titre financier. Et du coup, c'est ce qui avait déjà fait la tangente et la division entre Ethereum et Bitcoin, parce que Bitcoin n'a pas de notion de dividende comme ça avec le stacking d'Ethereum, que a en plus. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème au niveau de la régulation. Et c'est pour ça que Bitcoin, effectivement, était tranquille, parce qu'il était plus positionné en tant que réserve de valeur, sans apport de bénéfices supplémentaires. Et là, Ethereum, c'est différent. Donc, c'est un vrai débat. Il y a plein de doutes. Et à mon sens, ce truc, s'il s'amplifie en mode oui, mais vous comprenez, Ethereum c'est différent par rapport à Bitcoin, etc. Franchement, moi quand je vois, et pareil, donc la deadline, c'est ça le deadline que vous avez ici là. Donc je sais pas si elles sont à jour, à vérifier. Mais la deadline déjà de Ark Invest, c'est la deadline qui avait fait monter l'ETF le 10 janvier et qui avait fait péter tous les autres ETF en même temps. Donc si on reprend la même logique, là la deadline, elle est donc c'est avril, c'est pour mai, le 24 mai. Logiquement, on devrait, si on reprend la même logique d'un point de vue statistique, au plus tard, normalement, avoir un UTF du coup Ethereum qui serait approuvé dans la logique le 24 mai. À voir si les dates sont bonnes, à remettre à jour au fur et à mesure, et si ça se maintient toujours. Mais je vois difficilement, effectivement, le TF de BlackRock, moi, sur Ethereum, refuser. Enfin, je crois pas du tout. J'y crois vraiment pas du tout. Non, je t'avoue, j'y crois pas non plus du tout. Surtout là, leur nouvelle de tokeniser les actifs. Le PDG de BlackRock l'a déjà dit plusieurs fois, Larry Fink, que pour lui, la tokenisation, c'était le futur. Donc, on est clairement en train d'avancer vers le futur, quoi. Ça, c'est évident. Ouais. Je suis devenu tout flou, je sais pas pourquoi. Ma caméra, elle bug. Mais non. Ah, ça revient, magnifique.
Mais ouais, du coup, donc à suivre au niveau des ETF Ethereum, on vous tient au courant autant dans les prochains lives que du coup dans le Telegram. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube parce que du coup, il y a moyen qu'on refasse du coup les lives de manière hebdomadaire. Donc c'est pas encore validé, mais moi j'aime bien et c'est un moyen de connecter pas mal avec vous. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour les ETF Ethereum. Pareil, des gros fonds de pension là du coup au niveau du Japon. Donc pareil, la partie Asie, tout ce qui est du côté asiatique, le Japon sont quand même très très impliqués aussi. Et mine de rien, c'est quand même beaucoup de capitaux. Je suis en anglais. Mais c'est quand même beaucoup de capitaux pour le coup. Et on parle directement des fonds de pension. Pareil, tout ce qui va être au niveau des gros fonds de pension, tout ce qui est assurance vie, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est acté. Hein, c'est pas juste des rumeurs en mode ça va être propagé, etc. Ça a déjà commencé à être fait officiellement. Donc forcément, c'est des procédures et tout le monde ne fait pas d'un coup parce qu'ils peuvent pas inciter tous leurs clients du jour au lendemain à tous acheter. Pour le coup, des portions de portefeuille avec du 1, 2, 3, 5% potentiellement maximum de Bitcoin dans leur portefeuille. Mais ça, c'est déjà en cours. Hein. Donc là, toutes les fonds d'assurance vie, etc., sont déjà en train de l'implémenter dans leurs finances et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça s'est fait que à partir des ETF. Donc là, en l'espace de quelques semaines, on ne peut pas avoir tout le marché qui est déjà sur Bitcoin du jour au lendemain. Et puis de toute façon, la liquidité reste dérisoire hein, par rapport à la macro de manière globale, par rapport aux liquidités des assurances vie et compagnie. Donc pour moi, on a vraiment une marge énorme et le marché reste vraiment dérisoire dans tous les cas. Et ça, des fois, cette prise de recul, c'est quand même ultra important pour le coup de la prendre en compte parce qu'on a tendance à l'oublier et à des fois à se perdre un peu dans le bruit du marché. Pareil, ça fait pas mal de débats là-dessus. Flash crash sur Bitcoin, donc c'est sur BitMEX, donc c'est une ancienne plateforme qui avait peu de liquidité. Il y a eu une grosse mèche, donc pareil, ça c'est le genre de truc où, moi je vous le dis, je regarde très peu les news. Là, c'est notamment une personne qui est dans la commu et qui est notamment sur le chat là, Evan Newcook, qui l'a partagé notamment dans le Discord en interne, dans la communauté privée qu'on a. Et moi, les news, je regarde très peu. Les news qui sont pour moi importantes, c'est les news que je vais repasser, qui me reviennent naturellement à l'esprit parce que j'ai déjà un environnement. Et quand c'est pareil, vous êtes vraiment déjà bien implanté, on va dire, dans l'écosystème, ça vient un peu naturellement à vous. Et pour moi, mettre trop d'énergie et de focus sur les news, je sais pas ce que tu en penses du coup Thomas, mais c'est aussi un risque en fait en termes de gestion d'énergie et de focus parce que forcément, si vous mettez trop d'énergie à un instant T ou à un endroit, forcément vous aurez moins d'énergie pour le reste. Donc attention par rapport au bruit, c'est pour ça que moi c'est typiquement le genre de truc que je regarde par curiosité quand ça fait les gros titres, histoire de suivre un petit peu le sentiment et d'analyser tout ça. Mais globalement c'est le genre de titre où je dis ok, quand j'ai compris en fait c'est juste une question de liquidité sur un autre exchange et c'est le genre de news que je ne regarde même pas du tout, même si je comprends juste pour la partie un peu suivi de marché de manière globale quoi. C'est ça, c'est ce que tu dis. Il y a des news à regarder, des news qu'on peut laisser passer. Celle-là, clairement, moi aussi je l'ai vu passer. Et bon, voilà, ils ont pas la liquidité. Il a dump beaucoup de BTC d'un coup. Donc forcément, ça crée des mèches. Maintenant, il faut quand même garder, à mon sens, un œil sur les news, surtout les news importantes. Je pense notamment à ce qui va vraiment créer le sentiment d'euphorie sur le marché pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est. C'est un peu les news qui, à mon sens, sont les plus importantes. Ouais. Ouais, je me Je sais pas rappelle ce d'ailleurs, que tu étais un des premiers à partager, il me semble, c'était sur tes PMP et tout, tous ces genres de news par rapport aux médias. Ouais, mais c'est vrai que d'ailleurs, si je retrouve cette news, je pense que c'était proche du top local, on va dire, qu'on a actuellement, hein. Ah oui, on n'était pas loin, je me rappelle, hein, parce que C'est le c'était. 14, voilà, c'est le Mhm. 14 que je l'ai partagé. Bah, Donc, ton 14, bah, tu vas voir, on va prendre la data sur. Bah, c'est le jour du top, hein, tu vois. Il me semblait bien que c'est à voilà. quelques heures près, hein. Donc ça, c'est vraiment assez important, hein, tout ce qui se passe, même si tu regardes sur l'acceptation de l'ETF BTC, quelques semaines avant, il y a tous les fonds d'investissement qui ont commencé à faire des publicités. Et on a vu s'accumuler 3 4 5 publicités d'affilée. Et ça a clairement montré que c'était un top local qui se formait. Mm. Ouais, alors après, c'est pareil, c'est ce que je l'ai répété pas mal de fois, mais pour moi, ça faut faire gaffe aussi dans le sens où il va y avoir l'ambiance globale qui va vraiment être un vrai indicateur et il va y avoir le petit bruit à court terme où là, pareil, c'est des fois de l'information que j'ai vu passer pas mal de fois. C'est-à-dire que maintenant qu'on a les ETF, depuis qu'ils sont passés du coup ici au niveau des 42 000 globalement, on va avoir toutes les différents fonds d'invest et institutions qui vont faire la course pour
qui ramène le plus de capitaux dans leur propre ETF. Et c'est vraiment de la concurrence. C'est un peu si, comme je vais faire une métaphore, vous avez un magasin A, un magasin B, un magasin C, ils sont tous à côté les uns des autres, et leur but c'est d'attirer le plus de clients. Donc forcément, ils vont mettre des grandes pancartes, ils vont mettre des super couleurs, ils vont mettre des trucs flashy, etc. etc. Et c'est exactement le même process. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un changement de paradigme d'un point de vue médiatique, et qu'il faudra faire la différence entre les plus gros coups de hype grâce aux médias et les coups de hype qui vont être progressifs mais qui ne sont pas forcément les plus agressifs en permanence, où il n'y a pas un sentiment ultra fort et on peut s'aider notamment d'outils comme l'order flow, etc. qu'on va voir aussi juste après. Ouais, puis j'ai l'impression aussi parfois le marché a tendance à s'habituer un petit peu aux, euh, aux petites news du style, par exemple, publicité sur les ETF, etc. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on a déjà vu, donc ça va peut-être impacter moins le marché. Je pense notamment à des choses qui sont un peu invraisemblables. Par exemple, TPMP qui parle pendant 30 minutes de BTC, c'est jamais arrivé. C'est vraiment un événement qui est un peu inédit, comme par exemple, je me rappelle en mai 2021, quand Elon Musk est passé à la télé pour chill le Dogecoin. Il me semble que c'était le 13 mai, ça m'a tellement marqué. Et c'était vraiment par Ouais, la c'est la suite, semaine du voilà. crash, ouais, C'est effectivement. ça. Par la suite, ça a craché direct. Mm. Et ça m'a même un peu traumatisé parce que je me souviens que je regardais cette émission et que j'ai pas une seule fois anticipé ce crash parce que j'avais pas encore assez d'expérience. Donc, Mm. et donc, du coup, certaines news qui peuvent, si elles sont nouvelles, être peut-être des marqueurs d'alerte, on va dire. Ouais. Ouais, complètement. En parlant des news, tu as vu, je sais pas si tu avais fait gaffe, mais en même temps, j'ai retapé, j'ai déjà prévu d'en parler, mais sur la Ouais. conférence de Nvidia, moi, c'est ce que j'ai dit du coup sur le Telegram, c'est que là, on est clairement en train de se prendre le sell the news de la conférence d'Nvidia. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Et il y avait des questions aussi, j'avais vu notamment également en interne, donc je pense que c'est des questions que les gens vont se poser aussi naturellement. Par rapport effectivement aux différents mouvements d'anticipation. Pour reprendre un peu ce que tu me disais, pour ceux qui n'ont pas forcément le recul, la conscience sur ça, il faut savoir que le jour même, parce que c'était, je crois que c'était la veille de mon anniversaire ou un truc comme ça, je crois que c'était le 14 avril, s'il y en a qui ont compris à un jour près, vous connaissez mon anniversaire, si jamais vous voulez me faire un cadeau, allez-y. Mais c'est surtout qu'effectivement, le jour même, là, c'était la sortie en bourse de Coinbase, alors que ça faisait des mois et des mois et des mois astronomiques qu'on parlait de ça, qu'on parlait de ça, qu'on parlait de ça. Et quand c'est sorti, tout le monde était en mode c'est bon, go 100K, Coinbase va sortir en bourse, tout va s'envoler, etc., etc. Et cetera. Et en fait, au jour près, on a fait littéralement le top pour le coup du marché. Et pareil, là, on a eu tous les ETF. Du coup, en futur qui étaient ressortis, on a une grosse batterie, c'était pas le premier, mais on a une grosse batterie d'ETF qui était sortie. Et pareil, à 2 jours près, il me semble, c'était la grosse mise à jour Taproot, donc la plus grosse mise à jour du coup sur Bitcoin depuis des années, qui a littéralement à 2 jours près marqué le top. Donc ça, c'est vraiment des éléments de facteurs où ce fameux buy the rumor, sell the news, donc acheter la rumeur et revendre la nouvelle, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment pas négliger. Essayer de comprendre comment le marché l'anticipe, le comprend et le price, pas forcément l'anticiper 2, 3, 6 mois, un an à l'avance. Par contre, essayer de comprendre dans l'instant T par rapport au mouvement de prix où le marché est en train d'avancer et comment il est en train de le considérer, ça c'est juste ultra puissant à partir du moment, effectivement, comme disait Thomas, vous commencez à avoir de l'expérience pour justement savoir le repérer et faire la différenciation si oui ou non c'est déjà pricé ou pas. Tout à fait, ouais. Et en général, il y a vraiment un adage moi, que je garde en tête, c'est cette fois-ci, c'est pas différent, hein. En général, c'est vraiment. On va toujours dire oui, c'est bon, ça va sell the news, tout le monde s'attend à ça, donc du coup, ben, il n'y aura pas de sell the news. Et bien finalement, même si du coup le sell the news peut être court, comme on peut le voir avec l'ETF BTC en janvier, il y a quand même un sell the news. Donc attention à ça. Ouais, alors il y a un gros paradigme aussi, effectivement, au niveau des. Ah, je l'ai pas là, mais j'ai un graphique avec les cyclicités du halving qui sont vraiment bien représentées. Mais je pourrais le prendre. Attendez, c'est pas grave. Cycle, halving. Si j'arrive à écrire en même temps. Tac. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément la ref, mais on avait vraiment une grosse cyclicité. J'aurais pu le graphe, mais j'avais effacé sur le mien. Mais on a vraiment une grosse cyclicité. Pour le coup, sur les cyclicités donc, de Bitcoin par rapport au halving. Alors là, je sais pas si c'est mars. C'est vraiment. Il est en barre, c'est la barre verte là, tu crois, mon halving ou pas? C'est quoi, c'est 2020 ça? Non, Ouais, non, c'est non, il est pas bon. mai. Parce que. Non, il est pas bon. C'est pas la barre Ouais, c'est un verte. peu, c'est un peu plus tôt, hein. Ouais, c'est un peu plus tôt. Mais j'aurais bien voulu avoir Ah là, en t'es en entier. novembre, ouais. Ouais, t'es sur novembre, c'est pour ça. Hmm. Bon. Là, on est bon.
Là, on est bon, c'est assez brouillon. Je sais pas si je peux l'agrandir, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'était juste pour faire rétrospective. Ok, bonjour madame. Bon, c'est pas très grave. Mais donc là, vous avez la barre du halving, et donc systématiquement, on avait vraiment ce pump après coup. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette narrative du le marché va s'envoler après le halving, etc. Sauf que justement, les composantes commencent à changer. C'est-à-dire que le halving, c'est typiquement un élément fondamental qui va créer naturellement une traction haussière, parce que du coup, on réduit l'émission du coup par deux, donc on a de moins en moins de pression vendeuse qui sont émises en termes de nombre de bitcoins au fur et à mesure. Et donc cette pression vendeuse, elle divise par deux. Sauf que effectivement, c'est une news qui est positive. Et donc, si on comprend sur le marché, c'était même, entre guillemets, déjà limite étonnant que le marché n'ait pas déjà anticipé à chaque fois. Et c'est pour ça que les gens étaient perturbés, parce qu'à chaque fois qu'on avait un halving, je peux reprendre mon BLX. Ah, j'ai plein de dessins. À chaque fois qu'on avait un halving, bah, en fait, les gens étaient perturbés parce qu'ils disaient oh là là, bah tiens, c'est on pourra en reparler aussi. Mais à chaque fois, les gens se disaient oh là là, bah tiens, j'ai déjà des indicateurs qui sont marqués ici. Mais à chaque fois qu'on avait un halving, les gens se disaient oh là là, sur le coup il se passe rien et ça s'envole pas direct et je comprends pas. Le dernier était en mai par exemple, donc si je vais zoomer ici, j'ai plein de dessins mais c'est pas très grave. Était en mai, donc le dernier 2020. Ouais, c'était par ici. Vous voyez, et derrière, il s'est quasiment rien passé. Et là, on avait une grosse alt-saison, je me rappelle, et puis après, on est reparti en bull run. Mais sur le coup, il s'est quasiment rien passé. Et souvent, en fait, comparé aux attentes des gens, le halving était un peu un non-événement. Et seulement après, le bull run, entre guillemets, commence vraiment à s'envoler. Donc ça a créé un peu, on va dire, une conscience commune qui a fait que les gens se disaient, bah, ok, bah, à chaque fois qu'il y a le halving, ça fait rien dans l'instant T. Et puis après, ça repart très très fort. Donc les gens ont tendance à considérer ça un petit peu de manière naturelle. Sauf que là, justement, à mon sens, on a aussi les instits qui jouent largement le biais. On a beaucoup plus de force de frappe. Et ça, on l'avait déjà dit je ne sais combien de fois. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a déjà une accumulation ici qui va être beaucoup plus courte que comparée par rapport à ce qu'on avait ici. Vous le voyez en termes de temporalité. Là, l'accumulation qu'on avait à la fin, pour le coup, du marché baissier, elle est beaucoup plus grosse, elle est beaucoup plus large que ce qu'on avait ici. Et pour le coup, pareil, là, on est bien remonté en ligne droite et après on a une belle phase de stagnation tranquille. Bon, il y a le crash Covid au milieu, mais ça c'est un signe noir et c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure. Un signe noir, c'est par nature imprévisible, donc on peut pas forcément le prédire. Mais là pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement agressif, hein. Moi je me rappelle ici, tout le monde était en mode full flippette, il y avait une méga bad news, je sais plus ce que c'était. Là, quand on était ici, c'était procès de Binance Coinbase, il y avait l'histoire aussi de la SEC avec toutes les altcoins et tout. Les gens étaient vraiment pas sereins, hein. Pour le coup c'était ici, puis après on n'a pas trop duré, hein. Moi, j'ai l'impression que les retracements, ils sont vraiment de plus en plus courts, hein. Même là, c'est pour ça que un retracement qu'on a aujourd'hui de 7%, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait pas plus bas, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est de plus en plus court, de plus en plus agressif aussi sur les remontées. Et je pense que c'est assez logique dans le sens où, vu que le public institutionnel a plus de niveaux sur les marchés, c'est normal que les points d'entrée soient quand même mieux gérés. D'ailleurs, c'est impressionnant le retour là, hein. On en disait déjà tout à l'heure, mais ça commence vraiment à faire une belle bougie. Donc là, l'idée dans le point de détail technique court terme, c'est que pour vraiment, on va dire, se dire, ok, on a vraiment une grosse impulsion, on repart vraiment à la hausse, il faudrait qu'on clôture la journée au-dessus, là, pour le coup, des globalement 68 000 dollars. Donc vous voyez, ça fait quand même assez haut. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'en haut, du coup, d'ici ce soir, pour le coup. Ça serait un fort signal, ça, quand même. Ouais. Mais en tout cas, il y a Ouais, vraiment un gros rebond, un gros rejet déjà sur cette zone de 60 000. Donc là, ça nous montre que déjà le marché, il défend vraiment beaucoup cette zone de 60 000. Parce que vous voyez le rebond là qui est assez insane pour le coup, hein. Donc tant qu'on n'a pas cassé ces zones-là et qu'on n'a pas des plus gros signaux que les signaux vendeurs, par exemple la clôture ici en daily, bah, on n'a pas de signaux vraiment haussiers. Mais en tout cas, la relance de marché est quand même assez intéressante en termes de réaction. Donc le fameux halving, alors moi j'ai des théories effectivement et c'est pour ça que je vous ai mis notamment, je vous ai partagé la conférence de Nvidia. Pourquoi je vous parle de ça en détail et pourquoi effectivement à mon sens c'était vraiment cette capacité de sell the news. Donc encore une fois comme par rapport effectivement à l'ETF. L'ETF par exemple, pareil moi j'avais parlé beaucoup d'une vraie ressemblance avec les scénarios de 2019. Il y a tout sur mon Insta si jamais il y en a qui veulent s'amuser à revenir en arrière. Mais pour moi, ce scénario-là était quand même extrêmement ressemblant avec 2019. Et la question, c'est est-ce qu'on allait vraiment avoir un gros sell the news pour vraiment corriger et ensuite repartir en mode gros bull run comme on a eu pour le coup en 2019 que je vous ai montré juste avant, hein. On est vraiment juste ici. Vous voyez la correspondance? C'est que ce soit plus clair. Mais qu'on est vraiment effectivement quelque chose où on vient chercher une hauteur ici, on vient recorriger pour repartir
ensuite faire un creux et un bull run. Dans tous les cas, moi j'avais dit que c'est que si on faisait ce scénario-là, on aurait été, je pense, plus agressif sur ce mouvement-là. En plus, crash Covid, donc on peut pas le considérer. Et en gros, c'est comme si on aurait eu directement un bull run qui aurait pu repartir, entre guillemets, aussi vite, un peu sur ce genre de protection. Et la question que je me posais, c'est qu'en vrai, est-ce qu'on pourrait pas déjà l'avoir aujourd'hui en mode, oui, là tout le monde est perturbé parce qu'on est au-dessus du précédent ATH, ok, je peux comprendre, mais cependant, le truc, c'est que ça change pas non plus des masses de choses, parce qu'on va le voir en termes de correspondance, justement, c'est qu'on a quand même pas mal de points qui sont quand même assez ressemblants. Je sais pas à chaque fois où mettre nos têtes, c'est terrible. Mais du coup, effectivement, moi, je me demande si on pourrait pas avoir une petite réaction qui continue d'être faiblard comme ça pour repartir assez vite, pas aussi mou et pas aussi long d'accumulation que ici, mais effectivement une certaine temporisation pour ensuite repartir. Et puis là, quand on repart, on va reproduire plus ou moins ce genre de move. Hein. Pour moi, ça serait assez pertinent. Mais donc là, je suis vraiment en observation par rapport à ça. Personnellement, je sais que j'avais commencé à reprendre 2-3 positions, mais j'étais quand même en observation parce que on a quand même pas mal de ressemblances. Et moi, le scénario que je privilégie, c'est potentiellement d'avoir un mix un peu de ce qu'on avait ici avec cette correction qu'on avait ici. Donc ça vous donne déjà une idée de la chose, sachant que là, le petit doji, où on a vraiment notre petite bougie d'indécision comme ça, avec un tout petit corps, des grosses mèches, et ensuite derrière on refait une grosse bougie rouge en weekly. Donc c'est-à-dire que là, si on clôture la semaine, je dis un exemple, mais même à partir des 63 000 ou en dessous, c'est quand même un gros signal agressif niveau vendeur. Hein, donc faut pas le négliger pour le coup. Mais pour moi, effectivement, on a des très fortes corrélations, soit avec ce niveau ici, soit avec ce niveau ici, et avec énormément de points, que ce soit les dominances ou autres. Ça correspond vraiment de fou, hein, pour le coup. N'hésite pas à me couper, hein, Thomas, si jamais tu veux rajouter des trucs. Là-dessus, moi, j'ai rien à rajouter en soi, je Ouais, suis ouais, assez non, d'accord avec mais toi. des fois, je te laisse des espaces volontairement pour voir si ça va prendre la Ouais. parole ou pas, mais no Non, non, problem. franchement, sur l'analyse technique, c'est pas ma spécialité. Mais en général, ouais, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'histoire ne se réécrit pas tout le temps et que cette fois-ci, ça sera pas forcément différent. Ok, les ETF, ça apporte beaucoup de liquidités sur le marché et ça va continuer à l'apporter énormément. Encore sûrement plus quand Ethereum va arriver. On le voit déjà, hein, sur le démarrage des ETF Bitcoin, ils ont fait un démarrage immense, hein, comme si tout le monde attendait en fait, comme si tout le monde était un petit peu aussi inquiet par l'hyperinflation qui guette le dollar. Hmm. Ça serait un peu la ressource de valeur sur laquelle se pencher. On voit aussi que les ETF de l'or sont en train de se vider également, mais pourtant l'or ne bouge pas. Donc non, tout ça, ça me paraît quand même assez pertinent. On arrive sur vraiment le moment où, ok, on va peut-être ralentir un petit peu, parce qu'on ne peut pas monter to the moon rapidement, mais la suite, je pense qu'elle est déjà écrite. Hein. Ouais, d'ailleurs, on en parlait la dernière fois par rapport à l'or, effectivement. C'est vrai que, alors là, je n'ai pas sous la main le graphe, mais qu'effectivement, il y a les ETF qui sont en train de se vider. Ouais. Alors, il y avait des rumeurs, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs, tu sais, on en avait parlé après coup. Potentiellement, ça partait du côté des banques centrales de l'Est, du coup. Mais c'est surtout que par rapport à l'or, et reprends-moi complètement si besoin, Thomas, mais si des grosses personnes effectivement sont en train d'acheter de l'or, est-ce qu'ils sont pas, et c'est ce que tu me disais du coup, est-ce qu'ils sont pas déjà en train d'anticiper une hyperinflation qui pourrait s'amplifier sur l'intégralité de l'économie mondiale? Moi, ça me faisait sens ce que tu m'avais dit. Et si c'est ça, dans tous les cas, ça va être ultra bénéfique pour Bitcoin directement, pas forcément pour le reste des Totalement. crypto-actifs en particulier, bien que si Bitcoin prend de la valeur, ils vont en bénéficier aussi. Mais en tout cas, ça peut être ultra positif aussi pour BTC, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Là, je l'ai sous les yeux, bon, je pense pas qu'on puisse le partager là, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment le prix de l'or augmente, mais non, attends, c'est quoi? Alors, attends 2 secondes. Ouais, c'est ça, c'est Parce le que là, prix de c'est l'or, il continue à augmenter sur ATH alors que les ETF Gold sont en train de se vider et vraiment se vider bien. Donc, il me semble que oui, la Russie, la Chine, un peu tous les pays des BRICS qui sont en train de créer un peu un contre-pouvoir à l'Occident et aux États-Unis sont en train de les accumuler. Ouais, parce que là, c'est ultra bullish. Hein. Là, sur le gold, donc sur l'or, Ouais. là, le graphique, c'est insane. Hein. C'est vraiment c'est une dinguerie. Hein. C'est très très bullish de l'espace. Hein. Là, on est parti pour To the Moon, je sais pas à combien, mais les targets ont moyen de vraiment bien pousser fort hein, pour le coup. Donc ça, c'est Ah, j'avoue bénéfique qu'il est pour le coup joli. sur BTC hein, aussi. Totalement.
Petit point, donc le halving. Alors, pourquoi effectivement, donc, c'est vrai que j'ai pas forcément terminé ma phrase. C'est-à-dire que là, on avait une grosse traction et vous l'avez vu. Hein, pour le coup, les Tao et compagnie. Je vais pas forcément vous remettre le graphique, je l'ai sur mon Twitter en plus, juste à côté. Mais c'était juste insane pour le coup, ces dernières semaines. Et donc il y avait tout le secteur IA qui a vraiment pris beaucoup de force. Et à mon sens, il y a des moyens que potentiellement que le début. À voir si ce sera vraiment la narrative pour le coup de tout le bull run la plus puissante. Pas forcément, en vrai, ça se discute vraiment parce qu'il y a vraiment des beaux candidats en face hein, qui sont vraiment pas négligés. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment le truc en hype. Et parce que justement, toute la hype s'est portée autour de l'IA, s'il y a bien des news à privilégier, vu que le marché a vraiment été tracté par l'IA directement, à mon sens, c'est justement les news sur l'IA. Et j'en reviens justement aux news sur l'IA. C'est pour ça que je vais marquer ça et que je vais essayer en avant. C'est clairement, moi je l'avais dit dans le Telegram, moi je pense littéralement que là la correction est due littéralement à une anticipation de ce genre de conférence parce que généralement quand ce genre de conférence, on connaît tout le monde en mode mais t'inquiète pendant la conférence, ils vont parler tel crypto, etc. Ce qui là était réel, mais le truc c'est que bien souvent c'est déjà pricé ce genre de conférence à l'avance. Et C'était quel jour déjà? c'était du 18 au 23 ou 22, un truc comme ça je crois. Donc là c'est pas terminé encore Ok. je crois. Ouais, parce qu'NVIDIA, son top a été les 8. Ouais, alors Depuis, moi ça ça a un m'étonne pas peu que ce soit baissé, mais anticipé un peu en avance pour le coup. Ça m'étonnerait pas trop, tu vois. Après la bougie était là, la bougie pour la tenir compliqué. Hein. Franchement, quand tu vois ça, j'avais déjà dit et tout en interne, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais après, enfin là, graphiquement, c'est pas du tout bearish là. Hein. Là, c'est ce que je vois, non, et c'est puis il y a vraiment une grosse narrative autour tout ce qui est GPU, etc. Donc ouais, forcément, enfin, c'est tellement, ça devient tellement une ressource précieuse, super rare que enfin, on le voit avec les projets Deepin, etc. Ça comme c'est quoi, Render qui tape des plus hauts aussi. render AKT. D'ailleurs, j'ai quelques projets, j'avais noté. Euh, non, Octa n'est pas sur du GPU. Je sais qu'il y a. Bah après, moi je le donne ici, je m'en fiche, mais. Il y avait Chlore aussi, notamment, là, qui était sympathique en ce moment. Il y en a pas mal qui ont poussé. Bah, il y avait GHX que j'ai partagé aussi sur les réseaux et qui a fait un. Plus d'un x20 en direct live, enfin, c'était n'importe quoi. Mais moi j'ai fait un x10 direct dessus. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je vous montre après le graphe, mais c'est vraiment plus qu'insane. Mais en tout cas, ouais, la macro là, ça reprend très fort pour le coup. Mais en tout cas, effectivement, à court terme, pour moi, c'est vraiment pas aberrant que cette correction sur Nvidia et du marché crypto notamment soit aussi anticipé à cause pour le coup de la conférence et du pricing de la conférence en mode sell the news, du coup le fameux qu'on disait, parce que justement il y avait aussi pas mal de crypto qui étaient impliqués également dans cette conférence. Donc pour moi que cette correction soit due au sell the news de Nvidia, c'est vraiment pas aberrant. Et du coup, pour revenir sur les fameux buy the rumor, sell the news, vu que c'est un élément positif d'un point de vue pricing pour le prix, à mon sens, maintenant, vu qu'on avait effectivement la force au niveau des institutionnels, on a toute la capacité pour pouvoir vraiment anticiper, à mon sens, ce halving. Et ce qui va être 100% pricé et qu'après, on va plus du tout monter et qu'on va redescendre pendant un an et demi, moi, j'y crois pas du tout, pour le coup. Aussi long, j'y crois pas. Mais potentiellement avoir, donc là, vous avez l'estimation, ça peut se décaler en fonction de la puissance de calcul du réseau mais ce sera quasiment ça. Donc c'est prévu pour le 16 avril, donc dans 27 jours, dans un mois. Donc pour moi, et c'est ce que je disais dans mon Telegram, c'est que je pense qu'on peut avoir encore une fois une traction par défaut, autant que le halving n'est pas arrivé, une continuation haussière. Donc là, c'est un peu, on va dire, le combat du sell the news de la conférence d'NVIDIA, VS directement la pricing, le pricing du coup, pardon, sur le halving, qui est une news quand même extrêmement bullish, extrêmement positive, sachant que les instits, encore une fois, si là, on tape notre plus bas de marché ici et qu'on repart par la suite, là, il n'y a rien de fait encore aujourd'hui, mais moi, ça me paraît vraiment pas aberrant. Je vous le dis. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Tu me dis que Je toi suis aussi. d'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ça me paraît vraiment pas aberrant. Faut voir comment ça va se construire, donc je vais pas fumer non plus pour autant. Mais c'est vraiment un point qui est assez stratégique quand même et qui est clairement pas aberrant du tout. Donc, On se rapproche de l'englobante que tu parlais tout à l'heure. Franchement, là, depuis qu'on discute, BTC, il a pris 500 balles en plus. ouais. Bah, de toute façon, tu vois, déjà là, cette-ci, déjà on l'a purgé là. Là, on est en train de là. Si on clôture ici sur ces niveaux-là, parce qu'on a quasiment le même niveau de bougie, donc déjà on vient annuler. En fait, le marché c'est un équilibre. Hein. Vous devez vraiment le voir. Ça, j'apprends vraiment à chaque fois à creuser sur cette notion d'équilibre de marché entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça se voit directement sur les bougies, sur le graphique, etc. Par les mouvements du prix. Il faut vraiment avoir l'œil et s'y mettre. Mais déjà, si on clôture par exemple sur une bougie aussi grosse, on est déjà en train d'annuler ce qu'il y a ici. Et là, vous voyez des bougies qui sont déjà plus petites. Donc là, on est potentiellement en train de reprendre l'ascendant à court terme. Donc là, je suis en 4 heures sur
le mouvement, par exemple, baissier qu'on a eu déjà ici. Donc, il faudra voir si on franchit ici, si on construit une tendance haussière. Mais déjà, ce que je vois en 4 heures, là, c'est déjà intéressant. En daily, vous voyez, il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de garanti. Mais voilà, en 4 heures, plus court terme, on a déjà pas mal de réactions qui sont très très sympathiques. On va essayer Ouais. d'avancer aussi. N'hésite pas à me Je couper sais au pas si tu as live vu, toi, aussi. les inflows de l'ETF, là, actuellement ou pas? Ouais, je les ai pris, je les ai pris. Alors, j'ai pas sorti le détail, je les avais dans le Discord, on pourrait ressortir la prochaine fois si besoin. Mais hop, ça, je vais décaler ça, hop. Mais ouais, alors j'ai pas sorti le détail exact, mais je les ai ici en termes de. J'ai fait la comparaison, tu sais, comme j'avais déjà fait dans les précédents lives du coup en interne, Hmm. la comparaison avec fin janvier par rapport à là, du coup, on arrive en fin mars, l'écart est juste insane. Et j'avais déjà regardé il y a quelques jours, je sais pas si j'ai regardé aujourd'hui, mais j'ai regardé au moins hier, dans tous les cas, et pareil, ça tracte, ça continue de tracter sur les ETF et ça continue de remplir. Il y a Grayscale qui vend de temps en temps à droite à gauche pour vider son ETF, potentiellement pour rentrer sur les autres, mais les écarts sont juste insane et l'inflow, on continue d'envoyer. Hein. C'est assez agressif, hein. C'est assez fou. Ah, c'est vrai que c'est ouf, hein. En tout cas, ouais, juste pour préciser quand même, là, on parle surtout de spéculation court terme. Sur du long terme, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va faire commenter, hein. En soi, c'est un boule de cristal. En gros, on spécule sur des sales news à court Oui, terme court terme, ouais. pour le simple, pour anticiper un petit peu des petites ventes, racheter un peu plus bas, c'est plus de l'investissement actif. Mais pour Ouais. quelqu'un qui va vraiment avoir un investissement qui va être passif, disons que le DSA, ça peut aussi être une solution, quoi. Ouais, il y a des alternatives. J'y avais pensé, mais dans tous les cas, en fait, pour moi, les deux plus grosses alternatives, si là vous dites oh là là, j'ai loupé le train, c'est trop tard. Oui, le problème, c'est qu'en fait, si vous avez écouté déjà ce que je partageais sur les réseaux, ou même suivi le marché de manière globale, ou même écouté ce qui se disait un petit peu, le bruit global, etc., je vous assure que depuis qu'on est aux 20 000 $, tout le monde dit oh là là, on est trop haut, c'est trop tard, ça va corriger. Et à chaque fois, mais moi, j'ai eu des équipes de projets et on parlait, il me disait, mais t'inquiète, ça va revenir à 12 000 $. Je dis, pas trop. Et à chaque fois, c'était ça. Et dès qu'on est remonté, on est redescendu, les gens attendaient ici. On est redescendu, les gens attendaient ici. On est redescendu, les gens attendaient ici. On est redescendu. Et à chaque fois, même j'ai fait des posts sur Twitter, etc. À chaque fois, on a rappelé. Et c'était ça en permanence pendant tout le marché haussier. C'était totalement n'importe quoi d'un point de vue psychologique. Et à mon sens, ce sentiment, il est en train déjà de. Dès on le sent, hein. Dès qu'on a une faiblesse, on ressent un peu ce truc de est-ce qu'on va aller un peu plus bas, etc. etc. Donc, c'est vrai que s'il ne faut pas. Du court terme, pour moi, ça sert à rien effectivement d'être trop agressif. Et donc, si vous avez la sensation d'avoir loupé le train, comment je fais, comment je rentre sur le marché? À mon sens, il y a deux grosses alternatives. C'est soit j'accepte de voir plus large et de revenir sur des crypto-monnaies plus solides, plus long terme, où j'ai plus de conviction sur le long terme. Et à ce compte-là, je peux plus étaler et c'est pas un problème. J'évite de trop bourriner, de tout acheter d'un seul coup ici, mais j'étale pour le coup un peu plus. Et si j'ai des convictions moyen-long terme, bah j'étoile une bêtise sur 3 à 6 mois. Et là, je suis vraiment tranquille. Même si ça continue de monter quand j'achète. D'accord, c'est pas très grave. Soit, ou alors, on la joue plus agressif sur les nouvelles crypto-monnaies et les nouvelles opportunités qui vont arriver sur le marché. Mais forcément, là, c'est beaucoup plus de risques et ça demande aussi plus de travail. Donc, comment ça, c'est deux grosses alternatives. Soit on dérisque et on accepte de voir plus large, plus long terme aussi, et moins agressif. Soit justement, on la joue plus agressif sur les nouvelles opportunités qui vont arriver, qui, elles, dans l'instant T où en sortir, vont avoir un risk-reward qui sera aussi plus intéressant. Ouais, c'est bien précisé, ouais. Bon, je te laisse continuer sur ton programme parce que sinon on va finir Ouais, toute la ouais, ouais, soirée carrément. sur le Sales News. De ouf. Mise à jour du coup d'Ethereum, on avait rappelé, mais il y a eu des comparatifs. Donc là, les comparatifs, vous l'avez du 12 mars au 19 mars. Sur certains Layer 2, c'est assez aberrant. C'est-à-dire que là, sur Arbitrum, à voir comment ça évolue, parce que je pense que ça va changer au fur et à mesure. Mais là, pour le coup, sur la semaine où ça a été mis à jour, on a eu une grosse diff. Vous voyez, Arbitrum, on a divisé par 5 environ. Optimisme, on a divisé par 32. Genre c'est littéralement insane, hein, les frais sur Optimisme. Là, par exemple, voilà, quand je vous dis que ça peut se mettre à jour, c'est que là, ça m'étonnerait que Polygon soit plus cher de manière définitive après la mise à jour qu'avant. Pour le coup, donc il y a moyen que ce soit une anomalie de marché. Je ne sais pas s'il y a une explication directe, potentiellement d'un point de vue technique, mais en tout cas, affaire à suivre du point de vue de Polygon. Mais vous voyez déjà la mise à jour de Optimisme et de Starknet, donc qui sont des secondes couches directement sur Ethereum pour justement répondre un peu à certains problèmes, notamment de rapidité et également des frais qui sont censés être chers, clairement, sur Ethereum. Là, pour le coup, pareil sur Starknet, si je prends les datas qu'on a aujourd'hui, donc ça évoluera, c'est pas figé dans le marbre, mais on a divisé par 67. Hein. Les frais, c'est impressionnant. Même peut-être plus, hein, vu que c'est moins que 0,1 centime. Ouais, ça se trouve, ils ont mis juste 0,01 pour avoir le suivi, pour avoir
un minimum de data, ouais. Donc ça, en plus, à ce qui paraît, il y a encore un airdrop sur Starnet à aller chercher. C'est Evans, notre expert airdrop, nous le dira mieux que nous, mais ça peut être intéressant pour les farmer avec si peu de frais. Ouais, pareil, c'est un combat. De toute façon, c'est pas forcément le but là qu'on épilogue sur les airdrops, mais il y a des grosses sommes à aller chercher sur les airdrops. Après, c'est choisissez vos batailles aussi. On le disait encore en coaching juste avant, tout à l'heure, là, avec une personne qui était dans la commu. Et c'est important de choisir ces combats. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être partout. Par exemple, moi personnellement, je m'occupe surtout des airdrops qui sont en passif. Je prends l'exemple de Pitts. Je sais que tu es aussi dessus, du coup, Thomas. Mais Ouais. par exemple, staker du Pitts, vous allez recevoir directement des airdrops en correspondance si justement il y a des airdrops en correspondance avec Pitts. Mais là, j'ai juste, entre guillemets, à acheter le bon token sur un prix qui va être acceptable. Donc, on avait fait déjà le multiple et sur le prix token. Et en plus de ça, ça commence à vraiment à drop au niveau des différents projets qui vont arriver sur le marché. Ça va être sympathique. Mais vous avez des airdrops actifs et des airdrops passifs. Donc il y a tout un tas de stratégies à connaître, à mettre en place. Il y a des avantages et des inconvénients un petit peu sur chaque type. Et que ce soit airdrop ou recherche de lock-up ou spéculation sur les plus gros tokens, parce que c'est pareil, on peut faire aussi plus d'argent sur les plus gros tokens, parce qu'en général, il y a plus de confiance et donc forcément, on peut se permettre de prendre aussi plus de risques de manière globale. Il y a plein de stratégies différentes et là, c'est à vous aussi de trouver ce qui vous correspond et d'appliquer après de bombarder sur ce qui vous parle et ce que vous arrivez à appliquer correctement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de sous à récupérer. Mais après, il faut faire le travail. Il faut faire le travail, faut comprendre ce qu'on fait aussi parce que c'est pas non plus hyper simple. Mais c'est pas compliqué. C'est ça, carrément. Petit aller-retour aussi également sur les fees à d'Ethereum pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Là notamment, donc c'est sur ultrasound.money, hein, ça c'est qui est ultra connu. Vous pouvez voir un petit peu une idée des grosses variations pour le coup des frais sur Ethereum, pardon, pas sur Bitcoin. Et c'est quand même assez important de check ça aussi. Mais mine de rien, quand vous êtes dans les moments où vous êtes commencé à être assez haut, donc là mine de rien, on peut même checker sur 7 jours, sur 30 jours. Donc là, plus c'est haut, plus les frais sur Ethereum sont chers, et plus c'est bas, moins c'est cher. Mais dans les périodes hautes, ça peut être vraiment pour le coup intéressant de se dire, bah, si vraiment c'est trop cher sur Ethereum, est-ce que j'ai pas par exemple des alternatives pour passer sur les différents Layer 2? Je pense notamment à Arbitrum, personnellement c'est celui que j'utilise le plus sur les Layer Ouais. 2. Mais ouais, c'est quand même important de checker ça. Et pareil sur Ether, on est en train de C'est- burn de fou, hein. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Si tu mets la time frame, ouais, ouais. On voit quand même que depuis le merge, ça a bien réduit la supply. Ouais. Et ça promet à terme, hein, ça promet à terme. Donc là, vous voyez, c'est la supply. Donc la supply, c'est le nombre d'Ethers en circulation. Donc quand ça monte, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'Ethers qui sont sur le marché. Donc là, on est en train de décroître. Donc on a moins d'Ethers sur le marché. Et vous voyez, en termes de moyenne annuelle, alors là, c'est sur les 558 jours. Mais si je me remets, bon, 5 minutes, forcément, c'est ultra biaisé. Là, je suis en 7 jours. Et là, si je mets, vous voyez, sur 30 jours, donc en moyenne mensuelle sur ce qui a été brûlé d'Ethereum, on est à moins 1% Ethereum tous les ans. Donc on a beau avoir du staking, l'Ethereum par rapport à la supply est déflationniste. On a une supply qui est de plus en plus petite actuellement en fonction du taux d'utilisation d'Ethereum. Donc en fonction du taux d'utilisation, ça varie. Mais aujourd'hui, même s'il y a du stacking, le nombre d'Ethereum se réduit et non pas augmente. Donc c'est même un avantage par rapport à Bitcoin, parce que Bitcoin, lui, il augmente progressivement. Mais là, on est carrément en train de le réduire aujourd'hui par rapport à son utilisation. Parce que plus on utilise Ethereum, plus ça en brûle naturellement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça devient de plus en plus rare. Donc, au final, le prix va continuer à s'apprécier en général. C'est ce qui se passe avec la déflation. On le voit aussi sur les monnaies, mais ils n'aiment pas trop faire la déflation sur les monnaies. Ça fait baisser les prix. Parce que la monnaie, du coup, gagne en valeur. Et en fait, l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Donc, si la valeur de la monnaie baisse, forcément, les prix vont augmenter pour pouvoir combler ce gap. Et du coup, la déflation, c'est l'inverse. Ou l'opposé. Je confonds toujours les deux. Bah, inflation, c'est quand on... En fait, ça dépend de quoi tu parles. Inverse et opposé, je confonds. Ouais. Bah, alors c'est pareil, il y a une vraie désinformation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle, on a eu le débat à la fois déjà en plus il y a pas mal de semaines dans la commune, mais si on parle d'inflation sur la supply, c'est-à-dire que en fait l'inflation c'est le fait d'avoir une grosse croissance et la déflation c'est d'avoir une décroissance. Mais ça dépend de quoi on parle du coup, parce que si on parle de la supply, donc du nombre de monnaie en circulation vs l'inflation de manière globale, si on parle de l'inflation de manière globale, on parle du coup effectivement de la perte du pouvoir d'achat. Et donc c'est différent de si on parle de l'inflation de la supply. Parce que si on parle de l'inflation de la supply, ça veut dire qu'effectivement, pour le coup, je suis en train de bugger. Ouais. Du coup, ça peut faire les deux en fait, parce que regarde, si tu prends l'euro, Oui, non, mais le- c'est ça. le- Non, je bug parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. Mais si on parle d'inflation, on est bien en train de faire croître la supply, ce qui n'est pas forcément une bonne chose.
C'est ça. Et donc, du coup, la croissance de cette supply, ça crée de l'inflation donc, du coup, dans la quantité monétaire. Donc, le nombre D'Ether en d'argent qui est en circulation. circulation augmente, donc Ouais, c'est de l'inflation. Et en plus, derrière, vu que la quantité monétaire augmente, forcément, ça dilue la valeur. Donc, la valeur de cet argent baisse et ça crée de l'inflation sur les prix qu'on a tous les jours. clairement. Clairement, clairement. Ouais, ouais, donc c'est une notion un Magnifique. peu technique par rapport à la finance, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que vous avez compris, c'est OK. Mais du coup, là, on est quand même bon signe, du coup, parce que du coup, on est bien en déflation, du coup, sur la supply, et donc c'est positif, du coup, pour Ether. Plus il y aura d'activité, plus C'est ça va ça. être Ah abusé. ouais. Donc à voir après du coup en fonction de la mise à jour, parce que s'il y a une grosse utilisation qui est basculée beaucoup 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 sur Layer 2 et que Layer 1 n'est quasiment plus utilisé, ce qui clairement m'étonnerait grandement, hein, même si les Ouais. frais des Layer 2 seraient dérisoires, parce qu'on aura toujours l'activité je pense sur la chaîne d'Ethereum directement, donc sur le Layer 1. Moi je suis assez confiant hein, pour le coup pour le burn et que ça continue de burn pour le coup sur Ether, parce que je pense qu'il y aura toujours des grosses baleines, il y a toujours de l'activité pour faire de l'activité directement sur Layer 1. Hein. Déjà, il y aura ça, puis ensuite, il y a aussi toute l'activité sur les Layer 2 qui a commencé à se développer. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment énormément d'activité, c'est à part les swaps, aller échanger des jetons et quoi. Mais quand un peu tout le côté gaming va commencer à rentrer en jeu aussi Ouais, dans l'équation, ça va créer beaucoup d'activités qui, à terme aussi, va aussi se répercuter sur le Layer 1. Donc, clairement. à suivre. Clairement, clairement. Bon, c'est vrai qu'on va accélérer un petit peu parce que c'est vrai que moi je suis capable de parler pendant 5 heures. Mais bref. Donc là, au niveau du social, je voulais faire juste un petit tour de manière globale. Donc là, c'est le Fear and Greed. C'est souvent utilisé. Attention à juste pas le prendre au pied de la lettre. Il y a plein de personnes qui utilisent vraiment pas correctement du tout. Et là, pour le coup, la partie psychologie, c'est vraiment m'aspect au niveau du sentiment global de marché. Donc attention par rapport à ça. Là, vous voyez qu'on arrive quand même dans une haute, donc comparable à celle de juin 2019 ou début bull run. Donc début bull run, pareil quand vous reprenez le Fear and Greed. Là, vous avez un petit mon curseur. Le 16 novembre 2020, je vous le dis, on était ici. Hein. 16 novembre 2020. Voilà, on était ici. Donc c'est-à-dire que si vous prenez cette donnée brute en mode ça y est, on est tout en haut du Fair and Grid, je revends tout, regardez, vous avez rendu. Hein. Et ça, il faut vraiment faire gaffe par rapport à ça. Donc là, je vous le dis, que ce soit en termes de dominance, de disposition de marché, je vous ai dit qu'il y avait vraiment plusieurs ressemblances, soit par rapport à cette période ici, soit par rapport à cette période ici. Et donc là également du Fair and Grid, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un pic, un peu une accumulation. On est en correspondance avec cette période du 2 juillet 2019. 2 juillet 2019. On va être déjà également assez proche de celui-ci. On est ici, vous voyez. Là, on est ici sur le Fear and Grid. Et là, ce que je disais, c'est que pour moi, en fait, on va avoir un mix entre ça. Et je pense qu'on peut vraiment avoir, en termes de scénario, un mix entre les deux. Je vais vous expliquer comment exactement en détail, mais je pense qu'on peut vraiment avoir un mix entre les deux. Il y a pas mal de points, que ce soit les dominances, que ce soit la traction du coup sur les altcoins, etc. Pour moi, on a vraiment un consensus qui est en train de se lier d'un positionnement entre les deux. Et je pense qu'à cause de l'anticipation institutionnelle qui est en train de changer aussi les mouvements de prix, on peut avoir une transition qui va être un peu un mélange des deux. Mais techniquement, d'un point de vue cyclicité, aujourd'hui, on serait, même si effectivement on a pété un ATH et c'est pas habituel, mais d'un point de vue cyclicité, on serait, si on parle vraiment à la cyclicité pure, purement ici. Hein. Là, on serait exactement sur le même move. Hein. On aurait un plus bas, une première traction de marché, avec potentiellement un sell the news pour repartir après. Comme ça, ici. Ok. Techniquement, on aurait la même chose. Mais moi, c'est ce que j'avais dit, et ce qu'on a dit au début du live, vu qu'on a des mouvements plus agressifs, plus de demandes, plus de force de frappe qui va être nouvelle sur le marché avec tous les ETF, moi, j'y crois pas. Un mouvement qui prend autant de temps à repartir, j'y crois vraiment pas du tout. J'y crois pas du tout. Si on corrige et qu'on creuse plus sur la correction, ce qui est encore possible, hein, même si on a un beau rejet déjà aujourd'hui, pour moi, on n'ira pas ultra bas. C'est-à-dire que déjà, le refléter 30 000 dollars, j'y crois pas. Pour moi, le support ultime, ça sera les 44 000 et on essaiera potentiellement, dans le pire des cas, d'essayer de traverser un petit peu, d'essayer de grignoter en dessous. Mais en dessous des 44 000, là, en dessous des 40 000, ça va être très très compliqué pour moi de rester en dessous de cette zone. Et après, on reviendra chercher un équilibre haussier pour moi. Encore un Mais Black Swan, je ne vois pas de comment est-ce qu'on pourrait même descendre en dessous des 50. ouais, Ça a l'air de tenir, d'être un support assez intéressant aussi à rebondir dessus. ouais. Ouais, pour moi, 50 000, là, c'est la zone la plus probable, entre guillemets, si vraiment on devait avoir une grosse correction, ce qui n'est pas forcément le cas. J'attends de voir comment ça se passe à court terme. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment probable. Et pareil, les gens, là, donc là, on est sur le. C'est très utilisé, c'est Google Trends, c'est en gros tout simplement le nombre de recherches de mots. Donc si je prends que Bitcoin qui est en rouge, vous voyez qu'on a eu un beau pump, ok, jusqu'à présent. On n'a jamais eu autant de hype sur Bitcoin dans les recherches de Google que jusqu'à présent au début mars, ok. Sauf que le truc, c'est que là, on avait déjà effectivement des beaux points hauts au niveau de 2020, ok. Sauf que le marché est de plus en plus gros, il y a de plus en plus d'équité, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Donc logiquement,
on devrait à chaque fois avoir des nouveaux ETH également au niveau de ces indicateurs. Et là, le nouvel ETH, on est très loin, hein. On est vraiment très loin. On est monté à 53. Donc on est à peine à la moitié de la puissance de recherche que ce qu'on avait en 2020, sachant qu'avec l'attraction de prix, le plus d'utilisateurs, etc., pour moi, on devrait avoir un nouvel ETH et que potentiellement, du coup, on devrait donc monter à 100 et que potentiellement, ça pourrait être plus ou moins l'inverse. Mais on pourrait avoir en fait ce point-là qui redescend à 50 parce que le nouveau l'a fait redescendre par rapport au nouveau. Donc là, on remonte et du coup, celui-ci, forcément, il redescend par rapport au nouveau. Et donc, tant qu'on n'a pas déjà une cassure d'ATH par rapport à celui-ci, pareil, en termes de data sociale, ça reste clairement bon signe. Et ça reste pour moi en mode, on a vraiment de la marge. C'est un indicateur, c'est pas une boule Tu de pourrais cristal. comparer avec 2019 aussi ou pas? Ouais, je peux remonter plus hein, s'il faut. Non, c'est pas celle-ci, 5 dernières années. Jusqu'à 2004, mais ça va être un peu. 2019 était plus. 2017, non, c'est 2017, pardon. Était plus fort, tu vois, sur l'attraction au niveau des médias, sur la recherche du Bitcoin. Par contre, je peux aussi changer. Je vais tester sur crypto, par exemple, parce que des fois, je sais que ça peut être biaisé. Là, je suis en jaune. Tu vois, le crypto, il est beaucoup moins biaisé. Regarde, si j'enlève BTC. Et limite, le crypto, je le trouve plus représentatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le retail s'intéresse de moins en moins aussi à Bitcoin progressivement. C'est beaucoup les gens sérieux, les instituts, etc. Mais le particulier, progressivement, s'intéresse de plus en plus aux altcoins et aux shitcoins et aux memecoins et compagnie. Ouais, c'est ça, mais si on compare à la rigueur cette hausse avec celle de 2019, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui, forcément. Mais là, on a Que, fait x3, tu vois, en termes d'intérêt ouais. de 17 à 2020, on a fait x3 sur le sentiment, tu vois, en termes de recherche Google du mot crypto. Là, on n'est même pas à la TH, tu vois, on est du coup à 60. Donc, pour moi, on a vraiment encore beaucoup de marge. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc ça c'est pareil, là c'est 2-3 tips qu'on vous passe comme ça, pour pas non plus que le live fasse 3 heures de long, mais c'est des données qui sont vraiment importantes à prendre en compte. Donc ça, pareil, on avait parlé beaucoup de Grayscale, on avait fait le débrief déjà précédemment. La traction, ça c'est depuis fin janvier, hein. Fin janvier, on avait 500 000 BTC pour 50 les plus grosses ETF. Donc là on a BlackRock, là on a Fidelity, qui sont les deux plus gros, Thomas l'évoquait tout à l'heure. Regardez la différence de traction en même pas 2 mois. Certes, Grayscale s'est débarrassé d'environ 140 000 BTC, sauf que 140 000, ici on est à 50, ici on est à 40. Les 140 000, on les a largement effacés rien qu'avec un seul ETF, avec rien que l'ETF de BlackRock. Il a été largement effacé. Et en plus, on a tout le reste en plus. Donc la traction de vente des ETF par rapport à Grayscale sont dérisoires comparé à ce qui a été racheté derrière. C'est insane, hein. Pour le coup, c'est vraiment insane. Et pareil, ça c'est un truc que les gens n'ont pas forcément beaucoup en conscience. Mais là, c'est la détention du nombre de BTC. Il faudra toujours suivre aussi MTGOX, parce que ce sera pareil, ce sera un gros prétexte pour bien faire le marché aussi. Bien que pour moi, ça pourra être bien absorbé comme il faut. Mais là, vous voyez carrément la trésorerie des US et la trésorerie de la Chine. Regardez ce qui se passe, on en parlait au début du live, avec la comparaison avec l'or directement physique. Il y a vraiment une vraie bataille monétaire par rapport à ça entre les États-Unis et la Chine. Pour moi, le fait qu'on ait déjà un positionnement de la Chine et des US qui sont en battle, qui soit quasiment 50-50, ça en dit long sur l'intérêt des différents États, également en termes de puissance et de combat monétaire par rapport à Bitcoin. Ça en dit très très long à mon sens, hein. C'est vrai Ça, que j'avais pas remarqué ça en plus. Et franchement, parce qu'on voit souvent, enfin souvent, on a vu plusieurs fois les États-Unis vendre des BTC, même la France a vendu des BTC. Mais quand ils ont 215 000 BTC, là, par contre, c'est marrant, ils les vendent pas. ouais, donc ça en dit très très long et c'est pareil, il suffit qu'on ait commencé à avoir d'autres États qui vont commencer à adopter comme le Salvador, etc. Bitcoin, on peut vraiment avoir, à mon sens, la narrative des FOMO par pays et non plus instit, elle est vraiment valable, hein. Pas dit qu'elle se déclenche là tout de suite cette année, mais elle est vraiment pas négligée, hein. Et c'est typiquement un truc qui même, si on a un marché baissier, qui pourrait provoquer pour l'instant potentiellement une relance de marché haussier à mi-cycle de marché baissier, hein. C'est-à-dire que si on, je vous dis une bêtise, là on va propulser comme des gros malades et que d'ici par exemple septembre, on fait vraiment un gros excès de marché, ça a été insane et on corrige vraiment le marché du coup haussier. Donc on clôture le bull run et qu'on repart en marché baissier agressif comme on a eu du coup toute cette phase de de début 2022 à fin 2022. Pour moi, avoir en second temps un FOMO des pays qui accélèrent la demande sur Bitcoin pourrait carrément un truc de compensation d'un marché baissier qui pourrait, tu vois, être un peu décomposé et un peu freiné et repartir potentiellement dans un marché haussier, peut-être moins agressif, mais qui pourrait aussi repartir plus vite. Ça, c'est des trucs qui sont des composantes qui sont vraiment pas négligées aussi, hein. Donc là, c'est vraiment en mode je l'attends pas, parce que c'est vraiment très très loin, c'est des hypothèses, mais cette narrative aussi du FOMO par pays, à mon sens, elle est à pas négliger.
Ouais, ça c'est tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on le voit, El Salvador, ils ont dit on achète un bitcoin tous les jours jusqu'à qu'on puisse plus en acheter. Ils ont vraiment dit ça? Ouais, ouais. Jusqu'à que le prix soit trop cher en fiduciaire. Ah, c'est Donc, dingue. ça veut clairement dire ça. Eh ouais. Petit point sur la macro, donc ça au niveau du pivot, c'est ce qu'on attend souvent. Du coup, pareil, donc là, Monsieur Thomas, Monsieur Tab, Monsieur 0x Kaneki l'attend souvent et on en parle souvent du coup en interne parce que c'est vrai que tu as quand même un gros niveau pour le coup là-dessus par rapport notamment bah, à nous et vous. Moi j'aime bien suivre aussi, mais c'est vrai que tu as quand même un bon niveau sur la macro. Donc là, tu nous avais évoqué déjà précédemment, au final, effectivement, la comparaison avec 2019, comme quoi 2019, on a eu certes un pivot, mais au final, le marché a quasiment rattrapé quasiment direct derrière, on est reparti quand même. Au début, ouais. Au début, a commencé à monter. Si tu regardes bien, au début de ton Oui, carré jaune, ouais, ouais, ouais. ça monte. Et en fait, c'est vraiment l'événement du Covid qui a poussé les banques centrales à passer les taux à zéro. Parce qu'on était toujours sur des taux un peu Ah plus oui, parce que ça, élevés c'est que le le crash Covid. Covid. Ça, c'est le crash Covid, Ah effectivement. oui, effectivement. Donc là, après, le pivot au milieu, c'est les faillites bancaires de 2008. Donc là aussi, c'était vraiment une Ouais. sacrée merde. Donc je pense qu'il peut y avoir un début de pivot, mais tant que l'économie, en fait, on a un peu le soft landing, on n'a pas de grosses cassures dans l'économie, je pense que le marché pourrait continuer à monter. Et, et ça, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, pivot, allez, c'est bon, ça va baisser. Mais tant que le marché, en fait, il n'est pas un peu dos au mur, où en fait, la seule solution, Hmm. c'est de baisser les taux, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai observé pour l'instant, c'est qu'on peut continuer à monter. Mais par contre, le jour où on est dos au mur et il faut baisser les taux à zéro, là, ça crée une grosse panique. En fait, c'est la panique qui crée justement ces mouvements de baisse forte. Mais là, du coup, est-ce que ce serait pas un peu des Black Swan? Un peu compliqué à dire, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, clairement. En fait, c'est vrai que. En fait, l'hypothèse que malgré qu'on a un pivot, l'économie ne crache pas forcément et continue de monter, c'est. En fait, ça n'a pas négligé, effectivement. Et je l'ai pas forcément en conscience il y a quelques semaines encore, tu vois. Ça n'a pas négligé. Bon, bah, j'aime pas regarder là, mais. là, j'ai pas vu les news non plus. Parce que là, on avait 90% de chance. Je vérifierai après et je vous tiendrai au courant du coup dans le Telegram. Mais pour le coup, ça m'étonnerait que. Ça m'étonnerait qu'on ait changé pour le coup les taux. Ouais, non, je pense que tant qu'il n'y a pas de cassure, regarde, même l'an dernier, quand il y a eu des cassures, ils ont trouvé des systèmes pour injecter de l'argent avec des programmes. Donc, tant qu'il n'y a pas de grosses cassures où ils sont vraiment dos au mur, je pense pas qu'ils vont baisser les taux. Ils vont essayer de les faire durer le plus longtemps possible. Et en plus, on a les élections américaines qui arrivent à la fin de l'année. Donc, ils vont vraiment faire attention, je pense, par rapport à ça. Parce que si l'économie va mal, ils pourront pas faire élire qui ils veulent. Et ils veulent pas que Trump soit élu. Donc, bon, on va pas rentrer dans la politique. Ouais, ouais. Mais il faut que l'économie se porte bien pour les élections. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est tout un débat, ça fait pas mal de bruit. Moi, j'aime bien me reposer aussi sur le sentiment du marché par rapport à ça, aux attentes de marché et le consensus global qui se crée autour. Mais pareil, un truc que. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah là là, attention, le pivot c'est dangereux, etc., etc. Et cetera. Et là, au fur et à mesure, ça fait peut-être 6 mois au moins, ça fait que d'être repoussé, d'être repoussé, de repousser. Ouais, Et tant que ce le que je vais te dire. chômage et qu'on n'a pas de gros cataclysmes au niveau de l'économie, je vois pas ce qu'on disait. Pourquoi les banques centrales ne repousseraient pas indéfiniment le pivot tant que ça continue à tenir, quoi. C'est ça. Ce que j'allais te dire, il y a 3 mois, on a anticipé le pivot pour ce mois-ci. Et le marché a anticipé ça à 70-80%, un peu comme on voit là pour juin. Donc, Hmm. on peut très bien continuer à repousser. Ouais, parce que là, du coup, c'est le Ouais, tout, 6. tout a changé, Ludo, il nous dit. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça, c'est le 12 juin, là, du coup. Hein. C'est un petit peu pour le 12 juin pour l'instant. Donc, C'est ça. si ça se maintient, et puis là, les stats, alors à voir du coup ce qui s'est dit ce soir et comment les stats vont réagir. Mais là, de ce qui s'est dit pour le coup précédemment, on est à 92%. À mon sens, on a beaucoup plus de chances, effectivement, d'aller chercher que en juin pour l'instant. Hein. Et encore 60%, ça peut facilement baisser. Donc, Hmm. tant que tout va bien, il n'y a pas de raison en fait de baisser. Ouais. Mais on verra. Ouais, Parce qu'il y a ouais. quand même des problèmes avec les banques commerciales qui ont quand même pas des. Comme on en a parlé tout à l'heure vite fait, ils ont comment on appelle ça? Les Unrealized BTFP. loss, des pertes non réalisées encore sur leurs bons, etc.
Donc, s'il y a du bank run, s'il y a des gens qui veulent récupérer leur argent, que ça crée un mouvement de panique et tout, ça peut vite passer sur du bank run. Et là, on va connaître encore des faillites comme on a vu l'année dernière. Hmm. Ouais, il y avait l'histoire des alors, c'est l'histoire des BTFT, je pense qu'on peut le vulgariser rapidement. Mais pour faire simple, ça a été des liquidités qui ont été, on va dire, un peu comme un pré-emprunt, comme sur AVE pour ceux qui connaissent, où vous allez directement emprunter des liquidités pour justement faire vos activités. C'est un peu ce qui s'est passé d'un point de vue des banques centrales, où là, il y a des liquidités qui ont été débloquées un peu sous forme de dette. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, elles vont devoir le rembourser. Et là, ce que tu me disais encore juste avant, c'est terminé le 11 ou le 12 avril, tu me disais 11 avril, je En fait, crois. ouais, c'est ça. C'était une aide qu'ils ont démarré l'an dernier quand il y a eu les banques qui ont fait faillite. Et en gros, la Fed prêtait, pour faire vraiment un schéma simplifié, la Fed prête la liquidité dont les banques ont besoin pour ne pas se retrouver en insolvabilité. Et donc, du coup, cette aide a fini donc, du coup, il y a 10 jours environ. Ouais. Mais donc, du coup, ces banques-là ont pu faire des prêts jusqu'à il y a 10 jours. Donc, jusqu'à quand ça va tenir? On ne sait pas trop. Mais on voit déjà, enfin moi j'ai un graphique sous les yeux où il y a environ 500 milliards de, de, de pertes latentes. Donc tant qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu. Mais tant qu'on reste à ce point-là, je vois pas pourquoi ces bons du trésor remonteraient parce que c'est aussi régulé avec la hausse des taux, etc. Donc si les taux Ouais. baissent, potentiellement, ils vont retrouver cette liquidité. Mais donc du coup, je pense que la Fed va vouloir essayer de jouer un petit peu avec ça, un peu à la limite. Du raisonnable pour pas tout casser, mais pour pas baisser trop tôt, parce qu'il y a aussi l'inflation qui fait face, et c'est surtout ça, en fait, qui pose problème à la Fed, je pense. Ouais, ouais. Ah, après, c'est Car vrai que s'ils décident s'ils de baissent trop tirer. tôt, Hmm. l'inflation peut repartir à la hausse, et donc du coup, ils auraient fait un petit peu tout ça pour rien. Hmm. Mais Donc du coup, ouais, si on repart sur le prétexte effectivement de l'or, ce qu'on disait avant, c'est que si les estimations du marché directement sont bonnes, c'est-à-dire que potentiellement le marché sera en train de miser potentiellement sur une impression monétaire et ce qui fera pump l'inflation derrière. Donc si le marché a raison, potentiellement, ça veut dire qu'il est en train de nous dire que la Fed potentiellement sera en train d'anticiper potentiellement une issue de secours en mode tant pis, on réinjecte encore et on se mange une hyperinflation derrière. ouais, de toute manière, je pense qu'ils seront obligés de le faire, mais qu'ils vont essayer de repousser le plus tard possible, parce que forcément, si tu repousses le plus tard possible, ben, ton jeu, il continue pendant le plus longtemps possible. Ouais, la banque ne fait jamais faillite. Les règles du Monopoly. Je vois dans les. Merci Ludo, du coup, dans les commentaires qui me dit effectivement taux inchangé, tu vois, donc pas de surprise. Affaire à suivre, du coup, on tiendra au courant et du coup, avec plaisir avec Thomas sur la macro. Mais en tout cas, du coup, RS jusqu'à présent. Tac, on enchaîne un peu rapidement du coup sur l'on-chain. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, les amis. Mais pareil, donc là, on est sur la réalisation nette, que ce soit en positif ou en négatif. Donc c'est la réalisation soit des gains, donc on prend des profits, soit on valide des pertes. Donc quand c'est en rouge, on valide des pertes. Quand c'est en vert, on prend des profits. Et pareil, vous le voyez, le cumul. Là, on a cherché un nouvel ATH donc sur le cumul total. Donc gain plus perte réalisée. Si on fait le cumul, vous l'avez en orange. Et si on fait que les gains, c'est vert. Et si on fait que les pertes, c'est en rouge. Pareil, vous le voyez, c'est exactement ce que je disais par rapport au sentiment. Logiquement, vu qu'on a plus d'équité, plus d'évolution du marché, etc., on devrait à chaque fois, en termes de proportion, aller chercher un ATH si on serait dans les mêmes temporalités. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Vous le voyez ici de 2017, du coup, par rapport à 2021, on est clairement à chercher un point beaucoup plus fort, d'accord? On était, alors je ne sais pas exactement, mais on doit être vers les 340, et là on est cherché environ 500, ok? C'est des milliers de... Je sais pas, ça se fait pas Des KNTC du coup, milliards. mais... Ouais, milliards, ce que j'allais dire, ok. Pas dire des bêtises. Mais effectivement, vous voyez qu'on est bien cherché un NTH avec quand même un bon multiple, au moins quasiment un bon plus 50% quasiment en plus en termes de liquidité, de prise de profit. Et là, pour le coup, vous le voyez, le niveau, certes, on est quand même beaucoup plus haut que ce qu'on avait par exemple au milieu de cycle en 2019, mais on n'est clairement pas sur un ATH par rapport à notamment cette fameuse temporalité que j'évoquais, à la première correction, pour le coup, de janvier 2021. Donc, on est Puis haut si effectivement à tu court compares terme. aussi janvier 2021 avec juillet 2017, enfin janvier 2018, tu vois aussi qu'il y a quand même une différence. Donc on a aussi beaucoup de marge par rapport à ça. Sur lequel? Sur le vert, de janvier 2018, sur le net Ouais, capital inflow, ce dont tu parlais. ouais. Donc, tu vois que même si on arrive à ces niveaux-là, on peut encore monter haut. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est vrai que je compare vite surtout par rapport à celui de 2021, parce que du coup, on est censé, entre guillemets, d'un point de vue liquidité, la portion de marché, d'avoir quand même une prise de profit qui sera plus haute, pour le coup, que celle de 2021.
Après, on revient légèrement sur un ATH, mais c'est vrai que même sur les... Si on compare le total, là, du cycle 2017 par rapport au cycle 2021, donc sur la partie orange et non pas vert et rouge, on a un gap qui est énorme en termes de croissance, tu vois. On a vraiment un gap qui est énorme. Alors que là, on est à peine à un ATH par rapport à ce qu'on avait ici. Donc pareil, les proportions restent dérisoires. Et oui, on a une grosse prise de profit à court terme. Donc c'est pour ça que ça peut bien corriger à court terme et que ça peut se tasser à court terme. Mais clairement, en termes de proportions, on reste vraiment large, hein. Et même process aussi également par rapport aux holders longs comme court terme. Vous avez pour le coup les short termes qui commencent à s'accélérer un peu sur le court terme, mais les long termes qui déchargent un petit peu. Sauf que si on reprend l'historique, là on a commencé vraiment globalement à décharger. La grosse descente là sur le cycle de 2017, elle était ici. Donc vous voyez qu'on n'est clairement pas au top de marché, hein, même si on prend le plus agressif. Et pareil, là on a commencé vraiment à décharger. C'était soit sur cette zone ici, on a une première correction, donc la zone où les holders long terme ont commencé à décharger, ou celle-ci, donc là on revient sur sa même correspondance. Est-ce qu'on ne serait pas soit sur ce top de 2019, soit sur celui-ci, avec cette zone où en gros, globalement, on serait à l'approche de cette première correction sur janvier 2021. Donc correspondance qui correspond également sur la partie on-chain. Bon signe également, et on reviendra après sur quelques détails, pas mal de petites altcoins à droite à gauche. On a bien purgé au niveau des leviers. Donc là, pour faire très très simple, on reviendra aussi par la suite, etc. Au fur et à mesure, vous serez habitué à force. Mais là, plus c'est orange, plus vous avez des leviers, pour faire très très simple, ok. Donc plus c'est dangereux. Là, on a vraiment bien reset. C'est-à-dire que là, tous les leviers, on les a vraiment calmés. Vous voyez à quel point c'est vert depuis pas mal de jours là. Vous avez la date qui sont en bas. On a vraiment bien calmé les leviers. Donc ça, c'est bon signe pour repartir à la hausse potentiellement. Au niveau de Là, l'achat... c'est RAS, on peut aller, hein, en tout cas. C'est ce que Hein, tu viens de excuse-moi. montrer. Ce que tu viens de montrer, c'est RAS, on peut aller. Ouais, c'est ça, c'est en mode. En fait, c'est un peu comme un feu de signalisation. Et il y a des fois où le feu est vert, des fois le feu est orange, des fois le feu est rouge. Bah là, on était au rouge précédemment quand c'était un peu la zone orange. Et là, on est repassé au vert. Donc on peut y aller et on a le feu vert pour, d'un point de vue du coup, on met des leviers pour continuer à repartir là-haut. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va forcément y repartir. Mais d'un point de vue traction de liquidité et effet de levier, tout est vert, tout est green. Grosse zone de liquidation attendue. Donc là, ce serait vraiment, effectivement, si on revient jusqu'aux 50 000, ça serait vraiment le gap énorme et le plus pertinent d'un point de vue des liquidations, qui est pour le coup des belles zones. On a une belle zone aussi là au milieu, juste au-dessus de cette zone qui est ici sur BTC, qui serait à pas négliger potentiellement. Je l'avais déjà repéré juste avant, mais à pas négliger. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est cette zone qui est ici. C'est cette zone qui est ici, hop. C'est celle-ci là, vous voyez, au niveau des 57 000 et quelques. Donc là, il y a une zone de liquidation qui peut être assez intéressante à aller chercher. Ça serait un peu un juste milieu de... Oh, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Là. En plus, vous voyez, donc là, on vient de confirmer ce que je disais tout à l'heure en 4 heures. On est en train vraiment de reprendre une grosse agressivité au niveau des acheteurs en 4 heures. Là, c'est très solide, hein. C'est très solide. Moi, ça m'étonnerait pas, là, au vu de ce que je vois en termes de traction liquidité, qu'on tape potentiellement ce point bas ici tout de suite, là, au niveau du rebond. Rien n'est fait, rien n'est garanti. J'attendrai au moins qu'on aille chercher, pour le coup, la cassure de ce niveau qui est ici. Mais ouais, là, c'est sympathique, hein. C'est sympathique. Si tu regardes dans le daily, on n'est pas loin de l'angle band dont tu parlais tout à l'heure, hein. Ouais, on a un peu de marge encore, mais On se rapproche. c'est encourageant. C'est encourageant, quoi. C'est vraiment encourageant. Clairement. Donc liquidation, vous avez les niveaux, donc 50 000 gros niveaux, et dans ce petit niveau, au niveau de 57 000 aussi qui peut être intéressant, mais pareil, là on va avoir des zones de liquidité à aller chercher, donc on peut très bien, pareil, là on a des petites zones ici, on peut très bien, hein, ça aussi c'est un piège qui peut pas être des fois négligé, c'est qu'on vient chercher ces zones qu'on avait ici, là en 4 heures, cette zone que je vous disais ici, là on a les zones de liquidation qui vont être à ce niveau-là, et qu'on aille chercher cette zone de liquidité qui est ici pour ensuite repartir, ça c'est possible, ok. Donc il faudra voir en fonction des zones de comment repartir, etc. au court terme et analyser ce qui se passe au court terme. Mais là, effectivement, le marché est assez agressif et cette relance, c'est vraiment bon signe. Liquidation, Tout ça à c'est fait. good. Je sais pas si ça avait 2-3 alphas en particulier à parler, Thomas. On a parlé aussi des GPU. Pour le coup, effectivement, c'est vraiment pour moi la narrative vraiment une des plus puissantes parce que notamment Nvidia, c'était la grosse pénurie. Et s'il y a une niche pour le coup dans la partie AI qui est vraiment déjà hypée en ce moment aussi et qui vraiment qui pulse de fou, les GPU sont vraiment pas négligés, hein, pour le coup, hein. Je prends l'exemple de GHX là qu'on avait partagé en interne, mais tout le monde l'a chill dans l'écosystème dans tous les sens pour le coup, pour ceux qui suivent vraiment l'écosystème, et ça a été pour le coup assez insane, hein.
Nous, je sais qu'on l'a pas chill forcément ultra bas, mais déjà, ça a été très sympathique. Et alors, je sais plus exactement. Moi, je l'avais acheté vers cette cassure-là, au niveau des 30 centimes, enfin des 0,30. Mais je sais plus où exactement. Et c'était quand même assez sympathique. Je vais mettre en logarithmique pour qu'on voit un peu mieux. Mais c'était à ce niveau-ci. Alors, vous m'excuserez, je le prends à peu près, mais à la TH, on avait cherché quand même un fois 10. Hein. Là, j'avais plus 1000% quelques. Moi, j'ai enlevé. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Donc, mine de rien, pas négligeable. Là, un fois 10. Et là, je vois que ça continue de repartir. Mais c'est clairement, en fait, pareil, un exemple de à quel point ça traque pour le coup sur la partie GPU. On a vu sur RNDR, on a vu sur AKT, ça a été assez impressionnant. Et pareil, il y a pas mal de projets aussi qui sont arrivés, qui sont en train d'arriver. Je pense notamment à des gaming, il y a des ASIR, etc. aussi, projets. On vous tiendra au courant aussi au fur et à mesure sur ces projets qui vont arriver sur le marché. Il y a des gros trucs qui sont en train de charger assez intéressants. Mais ouais, la partie GPU a vraiment pas négligé sur la partie AI pour le coup. Mais dans cette partie GPU, Io.net qui a l'air d'être aussi pas mal attendu Ouais. par la communauté et ils ont quand même levé 30 millions, c'est plutôt joli. Ah ouais, il y a pas mal de levées. Donc nous, on va être focus aussi tout ça au cas par cas. Et ça, on vous tiendra au courant sur la plus le gros move du marché, les plus grosses opportunités. Dans tous les cas aussi en public. Pour ceux qui ont, si jamais, alors moi je suis pas mal focus sur la partie GameFi. Point important, je le fais rapide, mais du coup vous devez vraiment l'avoir en conscience. S'il y en a qui ont du IMX ou s'il y en a qui ont du Ronin, pour le coup c'est très très important d'aller les staker pour le coup on-chain. Je vous montre rapidement sur Ronin. Sur IMX, vous tapez IMX staking, hein, c'est pas très dur. Au pire des cas, vous passez par les sites officiels, vous n'avez pas galéré à trouver sur la doc, etc. C'est ce site-là. Faites super gaffe aux URL, n'allez jamais sur des liens sponsorisés directement, sinon vous allez sur le site officiel de Immutable depuis le Twitter, et depuis le Twitter vous repassez dessus. Pour le coup, mais moi je l'ai déjà fait, je suis déjà allé, donc je sais que c'est les bons sites directement, sinon j'aurais perdu mon wallet et quelqu'un serait parti avec la caisse, mais c'est pas le cas. Par contre, les frais sont hyper chers, donc si vous avez juste 100, 200 balles de IMX, c'est pas intéressant. Je vous le dis parce que c'est directement sur les layers d'Ethereum, donc il faut payer les frais d'Ethereum. Je sais plus combien c'est, mais en fonction du taux dans l'instant T, vous allez facilement payer 30, 50, 100 balles. Donc c'est pas négligeable, mais si vous avez quand même une belle portion de IMX, allez les staker absolument on-chain. Je dis ça, je dis rien, mais évidemment, si j'appuie dessus, c'est que j'ai mes raisons et que si vous cherchez un peu sur Twitter, il y a pas mal de trucs qui sont passés, des rumeurs de potentiels airdrops aussi au niveau des stakers de IMX. Également sur Ronin, pareil, donc même process. Par contre, il y a eu pas mal de magouilles au niveau de Ronin, enfin pas mal de magouilles, pas mal de détails aussi surtout au niveau de Ronin. Je sais pas du coup s'il y a du monde là toujours qui est en train de regarder le 14 live personnes en encore. direct, mais j'ai vu que mon PC qui lag un petit peu, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus il est tout neuf et tout, normalement c'est une bête de machine, mais je vois que ça chauffe un petit peu. Mais bref, donc là je suis sur Ronin Staking, vous avez juste, pareil, important, pour faire votre Ronin Staking, vous ne stakez pas on-chain, enfin ne stakez pas du coup, pardon, en CeFi, vous stakez directement on-chain, donc directement sur la blockchain en question. Donc il faut absolument télécharger Ronin Wallet, pareil, passer par le site officiel, Twitter si vous ne savez pas comment aller chercher le site officiel. Et donc là, vous avez différents validateurs. Donc ça va être les personnes qui vont être chargées de faire tourner vos Ronin en staking et de valider la blockchain, ok, pour qu'elle fonctionne correctement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui se sont amusés à faire des airdrops que sur leur validateur à eux. Je vous donne un exemple. Cyberkongs, c'est un projet GameFi. Eh bien, ils ont fait un airdrop que pour ceux qui stakaient du Ronin sur leur validateur à eux. Donc c'est un site, forcément, les détenteurs à venir staker chez différents parties. Mais du coup, ça peut être smart de miser sur les plus gros détenteurs et les plus, on va dire, éligibles potentiellement à un airdrop. Donc moi, évidemment, pareil, j'ai pas mal de Ronin. C'est pas un conseil d'investissement, mais je l'ai diversifié sur plusieurs validateurs. J'en ai par exemple sur YGG, parce que c'est une grosse guilde, c'est la plus grosse guilde actuellement sur le marché. Sky Mavis, pareil, je crois que c'est un truc officiel de Ronin, il me semble. C'est l'entreprise qui a fait Axio. Ouais, il me semblait bien. Ouais. Ok. Nonsen, pareil, c'est un gros truc qui sont un peu partout. Pareil, donc vous voyez, moi j'ai aussi du Ronin notamment stacké sur Nonsen. Donc ça peut être intéressant potentiellement de se faire un peu chacun ses recherches pour essayer de choper un petit peu les bons validateurs qui vont être éligibles. Si vous avez du Ronin, là ça coûte rien du tout, que ce soit via des exchanges centralisés ou autres. Vous envoyez directement, par exemple, si je fais exemple depuis Binance vers le wallet Ronin avec votre adresse directement sur Ronin. Vous avez pris le temps de récupérer et d'intégrer à Binance. Et ça vous coûte rien du tout, parce que c'est directement en layer 2. Il n'y a quasiment pas de fees.
Donc faites-le directement si jamais vous avez du run. Donc là, on a la dominance. Je vais la faire très très simple. Là, on a la correspondance avec les traits que vous avez ici. Là, c'était pour le coup le plus bas de Ethereum par rapport à Bitcoin. Et là, on avait la première correction de janvier 2021. Vous voyez les traits que vous avez horizontaux en orange et en orange ici, 1 et 2 le premier, c'est exactement reporté sur ce qu'on a ici par rapport à Bitcoin. Donc là, on a le bottom de Ethereum par rapport à BTC, je dis bien par rapport à BTC, ici. Et là, on a l'explosion des altcoins. L'explosion des altcoins, c'est vraiment fait ici. Pareil, c'est un truc qu'on avait évoqué depuis des mois et des mois en interne. Donc c'est pour ça que les membres, je pense qu'ils sont quand même assez bien positionnés sur les altcoins. On a bien insisté dessus. Pour le coup, sans toujours faire de conseils d'investissement, évidemment. Mais pour le coup, la grosse explosion des altcoins, elle se fait ici. Et la grosse prise de valeur d'Ethereum, elle se fait ici, du point de vue des cyclicités. Ok. Sauf que là, les temporalités, j'avais déjà dit, à mon sens, on a vraiment une très grosse ressemblance à ce qu'on a ici. Mais ça ressemble aussi exactement à ce qu'on a ici. Donc la question, c'est est-ce qu'on est ici ou ici? Pour moi, on a vraiment l'entre-deux. Ça va se préciser au fur et à mesure. Mais pour moi, on a vraiment une correspondance. Et si là, on finit pour le coup la correction et qu'on fait ça et qu'on repart à la hausse, bah, pour moi, on est en train de valider le fait qu'on soit sur ce mood de correction ici. D'accord? Mais pourquoi? Pour moi, on pourrait avoir clairement la fusion des deux. Parce que normalement, d'un point de vue cyclicité, on a d'abord Ethereum qui pète et ensuite vraiment l'attraction des altcoins. Et c'est ce qui s'est fait ici. D'accord? Là, on a eu d'abord BTC qui a pris de la force. Là, toute cette période, ça a été pour le coup Ethereum. Là, on avait la force de BTC. Et après, là, on avait les altcoins, ok, qui ont vraiment explosé à partir d'ici. Sauf que là, on a toute l'attraction institutionnelle. Les gens sont de plus en plus assujettis aux altcoins dans le marché. Ils sont de plus en plus agressifs. Et la dominance, d'un point de vue dominance, à mon sens, on est exactement sur la même correspondance. Sauf que sur le ratio Ethereum-Bitcoin, pareil, historiquement, ce même temporalité, c'est le moment où on vient rechercher un point bas sur le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin. Et si je reprends mon ratio Ethereum par rapport à Bitcoin, on est clairement en train potentiellement d'aller continuer d'aller chercher un point plus bas. C'est déjà ce que j'avais évoqué depuis je ne sais pas combien de temps. Mais que potentiellement, on pourrait continuer de pousser. Donc là, si ça descend, c'est-à-dire que Ethereum perd de la force par rapport à Bitcoin. Ok. Et donc là, tant que l'ETF Ethereum n'est pas approuvé, bah, jusqu'à preuve du contraire, on a un Ethereum, on a un Bitcoin par exemple qui est déjà dans les ETF, alors que Ethereum n'y est pas encore. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un coup de FUD final pour potentiellement repartir? Là, on déclenche les ETF Ethereum et on revient prendre une grosse force, un gros appel sur Ethereum. Moi, ça me ferait sens. Ça me ferait sens. Et si c'est ça, ça veut dire qu'on reprend exactement cette temporalité qu'on avait ici. Et vous voyez le bottom là? Il est plus bas ici. Donc si on revient à un nouveau point plus bas ici, on pourrait effectivement avoir cette correspondance aussi avec ici, mais qui ne correspond pas avec l'explosion des altcoins, mais la prise de force d'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il y a vraiment une ressemblance entre les deux. Donc à voir au niveau de la dominance, si on est soit sur ce point ici, soit sur ce point ici. Mais dans tous les cas, vous voyez ce qui se passe? Ça commence à être brouillon à force. Mais dans tout ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse déversation là. La dominance BTC, elle descend. Donc quand le proportion de BTC descend, ça veut dire que ça va dans le reste du marché, donc notamment BTC et Ethereum, enfin les altcoins et Ethereum, pardon. Et donc ce qui veut dire que dans tous les cas, on a un minimum de prise de force du reste du marché, donc forcément, si Ethereum commence à prendre un peu, les altcoins auront tendance à prendre dans tous les cas. Donc si vous choisissez les bonnes altcoins, pareil, on a de bonnes altcoins, elles ont continué de performer, elles continuent de re-surperformer le marché, je pense par exemple à Tao. Mais donc la question c'est que pour moi c'est est-ce qu'on est ici ou ici? Pour moi, on peut clairement avoir un mélange des deux. Et au niveau du scénario que j'évoquais au tout début, c'est pour ça que pour moi, on pourrait vraiment aussi avoir un mélange des deux. Au lieu d'avoir une vraie correction comme on a eu pour le coup en 2019, vu qu'on est plus agressif, qu'on a plus d'instit, qu'on a plus d'avidité en termes de récupération de marché, potentiellement avoir une petite accalmie pour repartir et qu'on est vraiment en fait ici, mais avec quelque chose qui soit ressemblant aussi par rapport à Ethereum et un peu un mix des deux au final, moi, ça ne me paraîtrait pas aberrant. C'est pour ça que affaire à suivre sur le court terme vis-à-vis de ce qu'on dit de marché. Mais à mon sens, c'est évident que sur la dominance, on est à soi. Hop, 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 hop. Ici ou ici, et que dans tous les cas, regardez ce qui se passe derrière. Quand ça descend, c'est-à-dire que ça part dans les altcoins, et donc forcément, c'est bon signe. Quand exactement, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'un signe noir, mais là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment bon signe d'un point de vue cyclicité de marché. Soit pour Ether qui, dans un premier temps, puis après, quelques mois après, pour effectivement, on va vraiment repartir dans les altcoins assez fort. Mais dans tous les cas, il y aura des beaux mouvements de liquidité à aller chercher, à mon sens. Et ça sera la période qu'on attend tous. Exactement, pour ceux qui sont correctement placés.
on est pas mal dans la commu à avoir reçu ce NFT. Mais du coup, donc ouais, pour l'airdrop, s'il y en a qui n'ont pas suivi, il suffit juste d'avoir 3 ordinals, donc 3 NFT Bitcoin dans son wallet. Il était directement éligible à Runestone. Donc s'il y en a qui n'ont pas récupéré, je sais pas si on peut toujours les récupérer. Ben non, vous l'avez directement parce qu'il a été drop pour tout le monde. Donc vous l'avez dans votre wallet. Si jamais vous avez 3 NFT Bitcoin au moins dans un wallet, pareil, si vous en avez plusieurs sur plusieurs wallets différents, vous êtes aussi éligible. Et donc là, ça vaut une belle somme, hein, parce qu'il a encore monté depuis tout à l'heure. Mais je crois que déjà tout à l'heure, j'ai fait le calcul. On était environ à 3500 $, hein, gratuitement. Et là, si vous voulez, vous pouvez le revendre. Il y a un airdrop qui va être fait le jour du halving Bitcoin. Donc il y a moyen que potentiellement le pricing continue, en tout cas d'essayer de continuer à monter jusqu'au halving. Donc là, affaire à suivre. Mais ça fait une belle somme, hein. Là, je vois dans le chat, ok. Mais donc là, ouais, moi, je vais pas forcément trop m'étaler parce que c'est pas forcément le sujet en détail sur la partie NFT Ordinals. Mais affaire à suivre parce que ça fait beaucoup de bruit dans l'écosystème. Et si vous avez des NFT Ordinals, allez voir parce que vous allez récupérer une belle somme pour le coup en bonus. Donc il faudra potentiellement anticiper ce sell the news au niveau de ce NFT en fonction des différentes stratégies. Ça, on va passer. On avait aussi au niveau des RWA, alors là on a la grosse hype IA aussi qui a pris, et puis on a Nvidia qui est en train de repartir, donc potentiellement ça pourra repartir aussi sur... Je crois que c'est bon là. Dites-moi si jamais. Ah, magnifique. Voilà, bon, c'était mon micro. Ok, Étrange. magnifique. Qu'est-ce que j'ai mis Ouais, RWA, c'est vrai que ouais, ça repart bien. Ouais, RWA, il prend vraiment de la force. Alors là, je vois qu'on me disait qu'il y avait Nvidia qui reprend aussi de la force. Donc ça peut être un catalyseur sur l'IA de manière globale, aussi pour la crypto. Donc affaire à suivre sur Nvidia. Mais ouais, les RWA ont bien pump de fou. J'ai vu qu'il y a pas mal, de plus en plus de personnes qui chill un peu aussi Ondo. Là, on en parlait encore juste avant en interne dans la commu. Ondo, alors il est à cheval aussi sur deux narratives. Et je pense que c'est ce qui a fait la diff pour le coup par rapport à CFG, parce que c'est vrai que CFG, alors le graphique sur CFG, hein, j'avais pas mal partagé aussi à droite à gauche, mais il est en mode to the moon, hein. Le graphique, je pense qu'il va mettre encore un peu de temps à péter, mais l'accumulation, elle est juste tellement insane de l'espace. Donc il y a ce qu'on appelle en analyse technique, non, épaule, épaule, tête, épaule. Je sais pas si je vais le trouver en français, mais Ça voilà. devrait. Donc là, elle a inversé, mais dans l'idée, vous avez vraiment le process exactement le même, c'est-à-dire qu'on a une épaule, une tête, une épaule, et la target, logiquement, dans la partie théorique, on vient chercher le creux de la tête. Donc si je ferais vraiment la partie théorique, j'aime pas l'utiliser de manière purement théorique comme ça, parce que pour moi, les règles, elles bougent en fonction de la liquidité, du marché et tous les éléments fondamentaux. Mais si je prends ma target en termes de correspondance, je vais mettre une unité de temps plus large, on a, pour le coup, donc notre première épaule qui est ici, vous voyez. On a notre première tête, enfin du coup la tête en question qui est ici, et là l'épaule ici. Donc notre niveau target théorique, il va être sur ce niveau, si j'aimerais bien chercher. Alors là, elle n'est pas hyper ouf en termes de clôture, parce que vous voyez, ça a clôturé ici. Par contre, les mèches sont bonnes. Vous voyez, on a bien méché ici. Donc là, d'un point de vue technique, c'est nickel chrome, hein. Puis en plus, on vient bien taguer juste ici le rebond. Et donc là, si je prends le truc purement théorique, hein, c'est purement de la théorie, hein, c'est pas quelque chose en mode boule de cristal, c'est magique et c'est sûr certain. Mais si je prends ma target, hop, théorique, je vais cut, style, extend line, hop. Je reporte ici à ma cassure. Donc il faut qu'on le casse et qu'on passe au-dessus pour la valider, hein. Mais la target théorique serait déjà à 1.5, ce qui commence déjà à être sympa. Mais le graphique est insane, hein. Autant en dessous, ici, toute cette zone ici d'accumulation, on a répété pour accumuler, on a refait le retest pour repartir, pour revenir le contact ici. Le graphique et CFG, c'est insane. Et c'est vraiment le king des RWA, hein. Pour le coup, c'est incontestable. En termes d'utilisation de prêt-emprunt, etc., c'est un peu comme un AAVE pour tout ce qui est tokenisation du monde réel. Donc, pareil, là, quand on voit qu'il y a BlackRock qui s'impliquait tout dessus, pareil, je pense que le fait que BlackRock s'implique sur la partie d'Ethereum au niveau de tout ce qui est tokenisation, ça va pousser la narrative. Et est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement même, je suis pas convaincu, mais une partie des équités qu'on était dans les highs qui va potentiellement faire une rotation vers les RWA, c'est à pas négliger, parce que là, c'est ce que le marché a fait actuellement, hein. Quand on voit les bougies sur CFG et sur Ondo, ça a été aussi insane la relance, hein. Là, on a une grosse relance aussi sur Ondo, hein. Donc après, c'est poussé par BTC, je ne vais pas négliger. Mais c'était un des gros tokens où j'ai vu les bougies étaient quand même assez grosses par rapport au reste du marché. Donc très intéressant du parti RWA. J'ai vu qu'il y avait Rio aussi qui poussait de fou là, la relance. Lui, ça abusé, hein. Pareil, il vient de loin, hein. Il vient de très loin Rio, hein. Il vient de très très loin, hein. C'était insane, hein. Mais la bougie...
Là, vous voyez, quand on vous disait que potentiellement, quand on est bougie verte qui est plus grosse que les autres par rapport au rouge, là, on est clairement dedans et là, on est vraiment sur un très. Si on confirme ici en daily, là, on a un très très gros signal acheteur sur Rio qui est juste insane. C'est pas un conseil d'investissement, je vous dis juste que le marché nous communique, mais insane là, pour le coup. Hein. J'ai fait pas mal de tours, je voulais juste effectivement évoquer également les dominances par rapport à ça. Pour moi, on a vraiment une grosse marge sur les altcoins. Le reste, on en a parlé. S'il y en a qui sont fans de Solana et qui ont l'impression d'avoir loupé un peu le train sur Solana, je vais peut-être repasser sur l'autre, c'est pas grave. Mais directement, parce que Solana, il est parti en mode mine de rien to the moon. Il nous a fait un beau multiple, il est en train de repartir comme la plupart des actifs, parce qu'il suit BTC, pas de surprise. Mais là, pour le coup, Solana, il a fait une très belle poussée. Pour moi, il a largement la capacité d'aller chercher un ATH. Par contre, et on l'a bien chill dans la commu également en interne, c'est que on a un de ces petits bébés, entre guillemets, sur Solana, qui est Jupiter. Et donc, pour ceux qui ont connu, ça va être un peu le nouveau concurrent à Redium, qui était un peu l'ancienne plateforme de DEX et de Launchpad, donc propulsion des nouveaux projets, etc., par rapport à l'écosystème Solana, qui était un peu le référent. Et là, Jupiter semble vraiment très bien parti, pour le coup. Ouais, bah ouais, je vois dans le chat. On sait que vous êtes dessus, vous en faites pas. Mais ouais, c'est assez beau. Là, j'ai pas tracé de Fibo d'ailleurs, mais à voir au niveau de la relance. Je vais prendre la mèche basse. Hop. Bah, pour l'instant, c'est quand même bien tagué. On a bien poussé, mais j'aurais bien pris aussi celle-ci, mais ça va quasiment rien changer. Ah, ça tient bien les 0,38. Hein. Ouais. Ouais, ça a quasiment rien changé. Mais si je prends mon daily, on a clôturé légèrement en dessous quand même. Mais moi, ça le tient, ça rejette. Après, c'est BTC, donc à voir. Mais s'il y en a qui veulent potentiellement, pareil, s'exposer un peu plus à Solana, Jupiter, ça reste un gros token, hein, on va pas se le cacher. Ça reste un gros token, mais la partie économique, elle est pas dégueu. Et il se peut qu'on soit encore vraiment qu'au début de cette ascension sur ce token-là et qu'il ait vraiment un bel avenir. Donc, il faudra voir l'évolution du projet. Mais potentiellement, il peut vraiment avoir un très très bel avenir, pour le coup, Jupiter. Ouais, je vois x2,5 sur le jupe, ouais, c'est sympathique, ouais. Ouais, c'est sympathique. C'est sympathique, on a bien profité. En plus, Sur le c'est token, 1,7 milliard de market cap en plus. bah il reste, en vrai, il reste pas trop, hein. Quand tu compares que, Ça va, ça bah, va. si Ouais. potentiellement c'est la place centrale un peu de Solana, en vrai, Jupiter, il commence à être haut, on est d'accord, tu vois. Mais Faut voir ce qui va sortir aussi, mais bon. en vrai, de toute façon, quand le marché commence vraiment à hype et que le sentiment, il prend vraiment l'attraction, même inflation monétaire ou pas. Mais les inflations Ça sont assez changera. longues, on avait vu par rapport aux communications. Alors normalement, on a une première injection qui est en juillet, et après, quasiment tout le reste, c'est seulement fin d'année 2024. Hein. Donc on a vraiment le time. On a vraiment le time. Je pensais aussi, il y avait. Alors, pareil, j'ai vu qu'il y avait été AET qui a été nommé également. AET, on est sur une blockchain de. Donc, c'est dans les. Comment dire, les subnets de Tao. Donc, pareil, on va être tendance à être backé par rapport à BitTensor. Et. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et là, pareil, ce que je disais sur le Telegram, c'est que ça tient bien. Alors là, la relance, par exemple, contrairement à CFG et Ondo, vous voyez, on est beaucoup moins agressif, hein, par exemple. Sur Tao. Mais après, on a quand même une grosse traction d'historique et on revient quand même aussi de loin. Mais en tout cas, très intéressant aussi à quel point ça consolide. Là, on le voit bien et c'est un peu ce que j'annonçais sur Inge. On a vraiment une consolidation. Vous voyez, on est un peu dans une phase de range là, pour le coup. Donc, on a l'attente de soit cette cassure là, soit cette cassure là pour avoir des vrais signaux. Mais cette consolidation, en tout cas, elle sent bon. Elle sent vraiment bon parce qu'à mon sens, on peut aller beaucoup plus haut sur l'IA. Et je pense aussi à Inge que j'avais déjà partagé par exemple. Parce que beaucoup de personnes sont frustrées en mode mais c'est trop, ça fait une croissance énorme, etc. etc. Sauf que c'est un peu comme dire c'est trop, c'est la dernière fois ce que je disais la dernière fois sur le live de la communauté privée, mais quand on était sur un Solana à 30 $, les gens disaient que Solana c'est déjà trop. Donc au bout d'un moment, quand ton Solana est passé de 30 $ à 200 $, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont deck de pas forcément être rentrées aux 30 $. Et donc c'est un peu le même process. Si là on part en bull run et que les altcoins commencent vraiment à partir par la suite, effectivement il faut que je repasse sur la dominance pour faire un point là-dessus, mais ça va vraiment prendre. Et là, vous voyez que Inge est un peu plus avancé parce qu'on a commencé à déjà faire un nouveau point plus haut et pareil notre point plus bas ici est plus haut que le précédent à chaque fois. Vous voyez, donc on a vraiment un début de relance haussière pour le coup. Puis on est en train de casser le range, on était break par la cassure de BTC, mais là s'il repart bien, il y a moyen qui break ça à la hausse.
Et même si effectivement, c'est pas là où vous ferez un x100 directement, hein, parce que le market cap commence à être gros, mais ça peut être vraiment intéressant par rapport au projet, si le projet se porte bien et que ça continue d'être pricé. Plus 1000 $ sur BTC depuis qu'on a commencé le live. Magnifique. On porte bonheur à notre cher ami BTC. Mais du coup, oui, à suivre avec l'évolution de ce qui vient de se passer, de la dernière news par rapport à BlackRock sur les fameux narratifs de RWA, donc tout ce qui est tokenisation du monde réel. D'ailleurs, sur mon Twitter, s'il y en a qui veulent chercher un petit peu des low caps, j'en avais déjà partagé. J'ai la barre du zoom devant. C'est pas celui-ci. Polyhedra aussi, pour ceux qui veulent creuser, je vous invite à aller checker. Sur Tao, j'ai repassé 150 fois le sujet sur le Telegram public, je vous invite à aller revoir. Mais moi, ce que je cherche vraiment, c'est faire du risk-reward. Donc là, parfait, je vois que ça consolide. Potentiellement, c'est le genre de position où je serais capable de devoir re-rentrer dessus, justement où je vois que les planètes se réalignent pour potentiellement avoir une continuation haussière. RWA, je l'ai mis et voilà, il s'est mis derrière ça. Mais donc Ondo et CFG, c'est vraiment un peu nos tracteurs de la narrative. Ondo, alors il y a une narrative qui est les Flatcoin, qui est la même narrative que RSR aussi. Donc c'est tout ce qui va être création de stablecoin, etc., qui vont être en lien directement avec Ondo et notamment RSR. Et RSR, j'ai vu que pareil, le graphique était intéressant hein, sur RSR. Hein. C'était assez propre. Hein. N'hésite pas, hein, Thomas, si tu as des trucs à rajouter ou quoi que tu penses, etc. Mais je dirais que Non, là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à rajouter sur RWA. Enfin, on a dit déjà beaucoup. Ouais. Mais vous voyez là par exemple, d'un point de vue purement technique, on avait des petits retests, des petits retests, des petits retests, des petits retests, des petits retests. Donc il a bien été marqué. On n'a pas clôturé directement de bougie, si ce n'est la passation en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Mais on n'a pas clôturé de bougie. Donc là, on a bien marqué, on l'a bien confirmé. Et là, on vient à peine retest pour repartir dessus. Donc là, c'est pareil, le marquage est très intéressant. Et la construction, là, pour le coup, on a vraiment une grosse phase de range. On vient bien chercher des points bas et des points hauts, de plus en plus haut à chaque fois. Et là, c'est assez positif hein, pour le coup. Je parlais effectivement des RWA et on va pouvoir clôturer dans pas longtemps là-dessus. Pareil, si vous avez besoin, il y a tout ce qu'il faut les amis dans la bio, formation gratuite, suivi Telegram, si vous avez besoin de nous faire confiance aussi sur du contenu payant pour aller chercher encore plus de résultats, il y a tout ce qu'il faut en bio, n'hésitez pas, sur la vidéo YouTube en tout cas. Un des projets qui me tape le plus à l'œil, c'est notamment NXRA. Qui est assez sympathique et parce que notamment la supply est quand même assez intéressante au niveau des 93%. Là, on commence vraiment à être sur quelque chose d'assez correct. Et le fameux Rio, j'ai eu la confirmation. On était un peu moins au niveau de l'injection monétaire parce qu'on n'a pas les données exactes qui sont diffusées sur les référentiels publics comme CoinGecko etc. Mais ça reste plus ou moins à ces alentours-là. Donc on est plus ou moins, je crois de mémoire, quand j'ai fait le post, on était à 55 millions. Donc là, ça va pas trop bouger entre-temps sur Rio. Donc on doit être maximum à 70 millions de market cap environ. Donc ça reste assez dérisoire aussi, hein, mine de rien. Il revient de loin, donc je pense qu'il va pas faire un x100 en ligne droite. Mais ça reste clairement acceptable. Hein. Il y avait Octa aussi que je regardais notamment sur les highs. J'ai cité aussi notamment sur la partie GPU, il y avait Clore aussi qui était sympa. Sur la partie GameFi, il y a des tout petits tokens. Là, c'est vraiment pour ceux qui potentiellement veulent checker du dégène. J'avais suivi, moi j'ai fait un peu de bénéfices et j'étais ressorti après. Notamment sur Duel. Alors là, Duel, j'avais un peu bombardé sur Twitter à sa sortie. Parce qu'il y avait beaucoup d'influenceurs. Là, on est vraiment sur un market cap, les amis. On est vraiment sur du dégène tout petit. Hein, je vous le dis direct. Parce que là, on est sur un market cap... On est sur un market cap de 14 millions. Hein. 14 millions, et celui que je vais vous montrer juste après, on est encore tout petit. Il faudra les suivre, les surveiller, parce que c'est des tokens qui prennent cher en fonction de la volatilité. Donc ça se trouve, ça ne remontera jamais, mais c'est des trucs que je surveille parce qu'il y a eu un peu de hype, il y a eu de la visibilité, etc. Donc affaire à suivre. Là, par exemple, le fait que ça ne relance pas pendant que BTC relance, c'est pas forcément le meilleur signe. Hein. Mais je l'avais dit ici, en fait, c'était mauvais signe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'avaient chill en mode crypto plus IA égale to the moon, parce qu'effectivement, c'est un projet de génération de jeux vidéo par en fait système d'IA qui va générer les différents jeux. Mais du coup, bon, ça fait un peu un narratif clairement putaclic. Il a divisé par 5 dès sa sortie, donc très agressif. Et pour le coup, bah, moi, j'étais rentré, j'avais une petite position coche qui était rentrée une petite par ici. Et surtout ici par ici. Et j'ai revendu par ici le jour du crash en fait, parce que je devais prendre l'avion et que j'avais pas que ça à faire pendant le week-end de checker. Et le jour du crash en fait, j'ai revendu pour le coup pour être tranquille. Et je pense que j'ai peut-être bien fait. Mais affaire à suivre parce que si potentiellement ça repart, c'est un truc qui a eu beaucoup de visibilité. Je sais qu'il y a beaucoup d'influx US qui sont dessus aussi à l'affût sur ce token. Donc affaire à suivre parce que ça peut vraiment faire des beaux multiples facilement si jamais ça prend ou qu'il y a un groupe de baleines qui s'en empare. Hein.
Ouais, surtout que gaming IA, c'est quand même deux belles narratives. Surtout le gaming, on n'a pas trop encore vu, même si quand même, on a eu des belles poussées. Mais quand on aura une grosse narrative gaming avec des vrais jeux et tout, je pense que ça peut bien pousser. Ouais, ouais, de fou. Et pareil, alors encore plus petit, j'avais suivi le projet, mais là ils ont flop parce qu'ils ont fait de la merde avec leur lancement et la communauté. Mais le market cap est vraiment ultra dérisoire. Et j'ai vu qu'il y Ouais. avait encore des partenariats avec des gros projets de la GameFi. Et c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bon, bah, on va peut-être pas l'oublier. Il en est où déjà celui-ci? Donc moi, j'avais bien fait de le revendre. Pour le coup, j'ai pas fait forcément de perte dessus. Mais je le surveille quand même. Parce que là, s'il commence à stabiliser un petit peu ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement un bottom là pour le coup sur AFG? Parce qu'il y a de l'idée. C'est un jeu mobile, je vous invite à checker plus le Fonda si vous voulez, là-dessus sur AFG. Mais c'est un jeu mobile où en vrai, l'expérience utilisateur est vraiment pas dégueu hein, pour le coup. Hein. Et en fait, c'est pas que un jeu mobile, parce que, je vais le reprendre, un au verse. En fait, ils veulent faire un métaverse, ils veulent faire plusieurs jeux. C'est un peu comme un studio qui fait plusieurs jeux à l'affilée. Et leur plus gros jeu, alors de mémoire, je sais pas, c'est peut-être pas un Clash of Clans qui est pas encore sorti. Là, ils ont fait un jeu de système qui s'appelle AO Tactics. Et c'était le premier, c'est le moins fou des deux. Mais ils ont un gros jeu pour le coup à suivre. Et c'est backé par Animoca Brand aussi. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Ils ont une grosse communauté, ils ont fait de la grosse visibilité, ils ont fait plein de concours dans tous les sens. Au niveau du process, ils ont un peu chié. Au niveau des airdrops, ils ont un peu chié sur la commu, je trouve. Mais ils sont un peu rattrapés dans le second temps. Donc ça fait un peu bad buzz. Il y a beaucoup de projets, hein, GameFi, malheureusement, qui tombent dans l'oubli. Et là, c'est vraiment les projets gaming qui vont réussir, contrairement aux infrastructures. On parlait notamment de IMX et de Ronin. Pareil, dans l'écosystème, vous allez voir que dans les médias, tout le monde parle de BIM. Sauf que BIM, c'est une infrastructure. Alors là, si on commence à parler de GameFi, on va pas non plus parler 3 heures parce que je peux parler pendant 2 heures, mais on va vraiment plus dans l'approfondi. Mais par exemple, si je compare BIM, qui est, je vais le reprendre ici pour vous montrer plus en profondeur. Elles sont mes watchlists. Tac, 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 tac. Non, ça c'est des projets que je suis. C'est bon projet en tout cas. Ouais. Je crois Surtout le qu'il est Team là. Nomad. Ouais, quand je vous dis que je suis vraiment les trucs à suivre. Pourquoi je retrouve pas mon système de. Ah non, c'est là. Je savais plus. Pardon, c'est la pression du live. Oh là là. Mais ouais, il y a pas mal de projets qu'on suit, qu'on ne montre pas forcément en public, mais il y a pas mal de projets qui sont en train de venir. Et on est en train de checker. Donc, pourquoi je chill pas tout en public aussi? Parce qu'il y a des trucs, en fait, en fonction de comment c'est pricé, en fonction de comment ça va aller sur le marché, en fonction de comment vont gérer les teams aussi, ça peut faire de la merde. Donc, c'est pour ça que c'est en fonction du lancement et du cas par cas, dans l'instant T, qu'il faudrait effectivement voir comment ça évolue. Mais donc, je voulais juste voilà, reprendre un peu ma playlist sur la partie GameFi. Donc là, on a BIM. Ils sont BIM. Je le vois pas. Il est devant moi ou pas? Remonte un petit peu plus haut, au-dessus d'Axi. Ah, merci. Ah. Donc là, BIM, c'est pareil, donc on a une grosse blockchain, on a IMX, on a BIM, on a aussi Ronin qui est un peu plus bas. Et BIM est ultra chill. Pour moi, ils sont surcotés. Moi, je vous le dis, BIM, ils sont surcotés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un écart de valeur perçue. Parce qu'en fait, il y a un des plus, si ce n'est le plus gros influenceur en fait, US, qui est à fond, notamment sur la partie GameFi, qui s'appelle Baker. Et qui chill à fond BIM en fait, qui chill à fond BIM, notamment entre autres, il chill pas mal de projets qui poussent à la hausse, mais c'est un des gros projets qui met vraiment en avant souvent, et je pense que c'est pour ça il est overpricé, alors que pourtant je trouve qu'ils avancent moins fort que Ronin, donc je peux avoir tort, mais je trouve que en termes de market cap, entre BIM qui a quasiment le double de Ronin et que Ronin est beaucoup plus bas et qui c'est vraiment la blockchain d'Axie Infinity par excellence, donc il n'y a pas encore énormément d'écosystème dessus, énormément de jeux sur Ronin, mais ils ont vraiment une traction, une visibilité de malade, et ils attirent de plus en plus de jeux. Donc Ils potentiellement, en ont est-ce que trois Ronin... quatre je crois, René, un truc comme ça. Ils ont quatre 5 jeux, pas plus. Ouais, en fait, c'est beaucoup des jeux portés autour de Ronin, mais on a de plus en plus justement de jeux qui commencent à s'exporter sur Mhm. Ronin, et en général, quand on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça fait pas mal de mois, semaines déjà qu'il y a de plus en plus de jeux qui progressivement commencent à déporter sur Ronin, donc à voir au niveau de la tech, au niveau de l'adoption, comment ça se vaut, mais ils ont l'avantage d'avoir la visibilité et de la crédibilité de l'écosystème, donc à suivre. De toute façon, c'est un vrai combat, hein, l'adoption des différents layers Ouais. pour les jeux. Autant sur les différents layers, on est sur quelque chose de beaucoup plus safe en termes de spéculation, alors que les différents jeux au cas par cas, on est sur quelque chose de beaucoup plus volatile et arbitraire en fonction de comment gère la team, etc.
Mais du coup, sur AFG, alors eux, ils sont passés sur Base. Non, c'est sur Mavia qu'ils sont passés sur Base. Eux, ils ont pas leur propre blockchain, encore, il me semble pas. Euh, mais ils sont sur Arbitrum. Oui, ils sont sur Arbitrum. Donc, ils sont sur Arbitrum. Donc, ça, c'est pareil, en termes d'utilité, c'est quand même assez positif. Mais bref, tout petit market cap. Là, est-ce qu'on n'aurait pas un début de relance? Mais même si on va pas forcément. Je veux dire, on n'est pas obligé forcément d'aller to the moon tout en haut. Parce que je veux dire, c'est que si vraiment, ne serait-ce qu'on recherche ici les 10 centimes, 10 cents, on a fait qu'un fois deux, tu me diras. Mais pour moi, en fait, le market cap est tellement petit que, au vu qu'ils continuent à dev et que leur gros jeu, potentiellement, s'il est intéressant, ça peut pricer de manière intéressante. On peut avoir une surprise. Donc, à surveiller. Là, c'est un petit jeu. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des différents lives. Les opportunités qui peuvent être pertinentes ou autres. N'hésitez pas à passer pareil en privé, en DM, etc. S'il y en a qui veulent me faire confiance sur la communauté privée, là vous aurez tout en direct. Mais effectivement, c'est un des trucs notamment à suivre aussi qui est tout petit et qui pourtant a quand même fait les choses correctes, je trouve, par rapport au jeu. Après, il y aura beaucoup, beaucoup d'affluence aussi au niveau de niveau jeu, donc il faudra se méfier. Mais n'achetez pas du CFG, du AFG, pardon, lapsus du CFG. Mais n'achetez pas du AFG juste parce que j'en parle. Faut être plus, on va dire, prévoyant que ça et faire plus de recherches que ça, parce que c'est pareil, on a une inflation quand même qui est assez importante à venir, donc à pas négliger. Mais voilà, restez à l'affût sur celui-ci, ça peut être potentiellement une bonne opportunité aussi. Déjà, à voir si le jeu il est sorti ou pas. Il y a un premier jeu qui est sorti, et en fait, ils veulent faire leur plus gros jeu, le deuxième, qui est un peu un Ouais, Clash of Clans, et je pense qu'ils vont faire un peu comme comme Heroes Mavia. of Mavia, qui Ouais. fait beaucoup de bruit en ce moment. Ouais, ouais. Et je... D'ailleurs, en ce moment, il y a un jeu qu'on peut tester, c'est Shrapnel. Là, je crois que c'était du 20, donc d'aujourd'hui au 23, où on peut tester le jeu. Donc là, c'est un peu un Call of Duty-like. Et ça peut être vraiment pertinent de tester le jeu, de voir à quoi il ressemble. Moi, je pense que je vais me faire une session après. Et, et parce que si le jeu est sympa, qui est jouable, qu'il y a des mécaniques in-game à utiliser, il y a peut-être des sous aussi à faire in-game. Ça, l'avantage aussi de la GameFi, c'est qu'on peut faire des sous sur le token, mais aussi in-game parce que c'est souvent des play to earn. Ouais, clairement. Clairement, pour ceux qui ont forcément connu Axie Infinity, c'est ça qui a très clairement tracté la bulle, hein. Pour le coup, sur la partie GameFi en 2021, ça a été insane. Axie Mm. Infinity a fait des multiples juste incroyables. Et il était monté quasiment dans le top 10, hein, je crois, hein, le token, hein. Rien que C'est monté AXS, très hein. haut, hein. Je sais plus à quelle hauteur il était, mais c'est vrai qu'il était monté très très haut. Ah Et il ouais, a entraîné c'était. lui derrière tout le play to earn, l'écosystème NFT aussi qui est parti en furie. C'était assez fou. C'était assez fou. En tout cas, merci à tous pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. La vidéo YouTube, de toute façon, n'aura pas forcément beaucoup de vues au début, mais potentiellement, j'ai pensé à, même si toutefois, au bout d'un moment, on arrive à monétiser la chaîne YouTube, potentiellement même carrément reverser les bénéfices de la YouTube monnaie carrément aux viewers sous forme de giveaway ou quoi. Ça sera pas de la grosse monnaie, donc on ne sera pas forcément attaché à ça. Et ça peut être intéressant pour ceux qui participent et qui contribuent à la chaîne. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter, etc. Posez des questions également pour la next si vous voulez qu'on creuse aussi. Vous avez tout ce qu'il faut en bio. Formation gratuite, accompagnement, suivi de marché, opportunités sur le Telegram, vraiment au jour le jour dès qu'il y a des choses importantes. Et pareil, si vous voulez me faire confiance pour aller plus loin, n'hésitez pas à passer en DM. Du coup, également dans le lien dans la bio, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Merci à tous. On se retrouve du coup la Merci à tout le semaine monde, merci à toi Antoine. prochaine. Et merci beaucoup également à Monsieur Kaneki, que vous pouvez également tout coup retrouver sur Twitter, peut-être ou... Sur Twitter et sur YouTube aussi, je suis en train de lancer ma chaîne. Ok, Donc, parfait. De toute façon, on vous tiendra au courant par rapport aux différentes évolutions également des différents intervenants dans le fameux live.